France Maghreb 2. LGF, bienvenue à vous tous sur France Maghreb 2, votre émission, votre talk de fin d'après-midi jusqu'à 18h30 avec pour m'accompagner aujourd'hui Monsieur Hossein Ras. Comment ça va Hossein? Ça va, bonjour tout le monde. Bienvenue à toi. Monsieur Youssef Brakni aussi de la partie. Salut Youssef. Salut, ça va? Bien, et toi? Ça va et toi? Tranquille les gars. Bien, bon. Alors au programme, après le discours hier de Emmanuel Macron, sur lequel on reviendra évidemment tout à l'heure, place au concret, puisque avait lieu il y a maintenant quelques minutes à l'Assemblée nationale le discours de politique générale du Premier ministre. Il a fait quelques annonces, on y reviendra avec vous. Voilà, pour les fumeurs, tiens, je vous l'annonce tout de suite, le paquet de cigarettes progressivement à 10 €. Hein. Je suis pas concerné. C'est une info qui est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Oui, bah non plus, oui, absolument. Peut-être penser à arrêter, mon ami, non? Ouais. Je sais pas. Je pense aussi, vraiment la première truc qui m'est tapé à l'esprit, c'était ça. Je me suis dit, ouais, bon, on va commencer à réfléchir un On petit va peu. réduire tranquillement. Mais Voilà. t'aurais dû réfléchir avant, c'était cher avant déjà. Oui, bien sûr, mais bon. Mais 10 €, là, ils ont dit combien? 10 €. 10 €. Ouais. Pour combien? Bah là, on est à 7 €, je crois. Hein. Pour On combien a de 7 cigarettes? €. Ouais. Pour combien de cigarettes? Il y en a 20. 20. Ah ouais. Ah ouais, on voit qu'il fume vraiment pas. Hein. C'est Ouais, très bien, Moi je fais Youssef. la Bravo. chicha, c'est tout. Ah, d'accord. À chacun son défaut. Hein. Donc, bien sûr, bon, on y reviendra dans quelques minutes, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah bah oui, il y a le mobile répondeur. 24 h sur 24, on ira y faire un petit tour, puisque vous avez la possibilité maintenant, vous le savez, 24 h sur 24, de nous déposer votre message au 06 18 21 56 41. Et après sélection, on écoutera, bah tiens, deux petits messages que l'on a sélectionnés tout à l'heure. Le j'aime ou j'aime pas, bien sûr, à retrouver tout à l'heure. Les coups de cœur de ces messieurs. Alors, monsieur Hossein Ras, ton coup de cœur. Alors mon coup de cœur, on va revenir sur une personne que j'ai reçue en première partie de Bibliothèque ce samedi dernier. Avec la salle Batilic, Exact. c'est super bien passé d'ailleurs. C'était super fort en émotion, en information, en partage, c'était magnifique. Franchement, d'après les retours, c'était lourd. Et en première partie, on avait eu la chance d'avoir Souleymane Bouel, donc Ouais. une personne qui écrit des romans et des scénarios de films, et Brahim Karmaoui, dont je vais parler dans mon coup de cœur juste après. Très bien. Ton avis tranché, Hossein? Mon avis tranché, on va revenir sur le racisme qui avait été déclenché un petit peu sur les réseaux sociaux en Algérie. Avec le Alors, hashtag là. Le hashtag exactement, on va revenir sur des points positifs de tout ça. Malheureusement ça existe, oui, et on va voir comment les Algériens ont décidé d'y remédier. Oui, parce qu'ils y ont apporté une réponse en tout Exactement. cas. Youssef, ton coup de cœur? Bah moi pour ma part ça sera du coup un sorte de festival qui s'appelle de l'Afrique à l'Orient. Donc c'est autour de nos cultures africaines en général, hein, du nord de l'Afrique oui, jusqu'au sud, mais aussi avec une partie orientale aussi. Donc on essaie d'allier ces deux cultures, ces deux composantes, et du coup ça fait un peu écho à notre ami Hossein Ras. Très bien. Et dans ton avis tranché, on va parler du Maroc et de cette contestation des rifins. Oui, alors tout à fait. Donc le hirak, hein, en arabe, qui veut dire un peu, grosso modo, on va dire mouvement. Et donc du coup, oui, c'est de revenir un peu sur ce mouvement, la jeunesse de ce mouvement et comment on en est arrivé là au Maroc. De quoi est-il le nom? Voilà, de pour quoi faire le ça. hirak est-il le nom? Exact. Voilà, vous le saurez tout à l'heure à 17h pour Youssef, 17h30 pour Hossein. Pour les avis tranchés, bien sûr. Dans cette émission, on va évoquer 3 thèmes, bien sûr, comme d'habitude, voire 4 aujourd'hui, puisqu'on va parler et revenir sur les annonces faites il y a quelques minutes par Édouard Philippe, le Premier ministre à l'Assemblée nationale, devant un parterre acquis évidemment à ces annonces, forcément, hein, majorité absolue oblige. Eh bien, nous parlerons de la suite de la crise du Golfe. Et le Qatar qui annonce un contrat gazier, et puis l'Arabie Saoudite qui trouve que le Qatar n'en fait pas assez, voilà, pas assez d'efforts, bien que l'ultimatum ait été prolongé. Nous reviendrons également sur donc Emmanuel Macron, les discours hier devant le Congrès, donc à Versailles, réunis à Versailles devant les députés et sénateurs, avec quelques annonces importantes tout de même. Et puis nous reviendrons sur cette actualité qui avait fait la une de l'actualité l'été dernier. Vous vous souvenez évidemment à Cisco en Corse, de ces affrontements entre justement Corse et des personnes d'origine maghrébine sur une plage pour cause de burkini. Eh bien sachez qu'il y a eu un arrêté de Cisco qui avait été donc contesté auprès des tribunaux. Eh bien le tribunal de grande instance de Marseille a tout simplement validé cet arrêté de Cisco. On y reviendra tout à l'heure sur cette actualité, parce que le burkini, on risque malheureusement d'en reparler d'ici peu de temps. Vacances oblige, et donc nombre de femmes et de personnes qui vont aller sur les plages
peut-être avec ou pas d'ailleurs avec le Burkini qui avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque. Allez, on va commencer quand même cette émission en musique avec un petit tube de l'été à venir, ça c'est sûr, pour aller au bled par exemple. C'est DJ Sam et Mohamed Allawa sur France Maghreb 2, Azul Flawan, salam alaikum, bienvenue tout le monde, c'est le grand forum. Allez, bienvenue, grand forum maintenant, direction Marseille pour un départ d'un bateau un peu particulier où se trouve plutôt Tarek Mami. Bonjour Tarek. Bonjour Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous. La France Maghreb 2 va participer à cette première traversée jusque-là en Tunisie. Les Tunisiens, quand ils partent en bateau, en voiture, le trajet il est unique ou quasi unique. En tout cas de France, le bateau est toujours un bateau qui fait donc Marseille-Tunis, Tunis-La Golette. Et aujourd'hui, ou un petit peu donc une partie des Tunisiens du sud de la France, où les Tunisiens installés en Italie font le trajet avec la CTN, c'est-à-dire la compagnie tunisienne de navigation de Gênes à Tunis, donc la Goulette toujours. Et là, j'allais dire après quelques mois, quelques années de revendications, des actes militants, des rencontres avec les ministres concernés, avec le président directeur général de la CTN, il a été décidé de lancer une nouvelle ligne, donc Marseille-Zarzis. Et aujourd'hui, c'est la première traversée qui va avoir lieu de Marseille à Zarzis avec un bateau plein, plus de 600 voitures, 200 passagers à pied, donc des piétons, et un bateau super propre, super nettoyé. Et donc, ça va être la première traversée entre Marseille et Zarzis. Zarzis, c'est dans le sud tunisien, un peu plus au sud de Djerba, parce que tout le monde connaît Djerba. Et France Maghreb 2 est à bord de ce bateau, donc pour faire, non pas le point, mais pour saluer les auditeurs de France Maghreb 2, originaires du sud de la Tunisie, qui eux savent que ce bateau part aujourd'hui. Et donc, venez, ça tombe bien. Et puis, on prend un auditeur au passage, un auditeur qui connaît la radio, pour sa première impression d'être sur ce premier bateau, sur cette première traversée, Marseille-Zarzis. Quelle est la première impression que ça vous fait? Là, ça nous fait un grand plaisir de prendre, de partir de Marseille à Zarzis. C'est un événement depuis, on va pas dire des décennies, on attend avec impatience. J'espère que ça sera c'est un début à tout, on va dire. Ça sera la première fois, ce sera pas la dernière fois. J'espère que au-dessus de l'échelle, on va dire ça, ils font l'effort qu'ils nous mettent la prochaine fois 2 à 3 bateaux pour qu'on puisse rentrer de Zarzis, de Marseille à Zarzis. Donc ça sera, en même temps, je profite de remercier les personnes qui avaient l'idée, ils ont contribué à comment dirais-je, à mettre en place cette traversée de Marseille à Zarzis. Alors, c'est quoi votre prénom et vous êtes en famille, si j'ai bien compris? Oui, je suis avec mes 2 enfants, hein, je m'appelle Bachir, hein. Je suis un Zarzisien, de terroir, on va dire ça. Donc, vous êtes de ceux qui partent avec voiture ou avec piéton? Avec voiture, véhiculé, on va dire ça. Ouais. D'habitude, vous preniez le bateau. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur cette impression, le fait de prendre le bateau en sachant que vous allez sortir à Tunis et là, vous allez sortir pratiquement à la maison, quoi. Exactement. C'est un avantage dans un sens, ça veut dire, d'habitude, on prend de Marseille jusqu'à La Golette, et après, il y a un trajet de La Golette à Zarzis, donc du nord au sud, ça nous fait 600 km, avec les conséquences sur la route. Donc c'est ça, c'est un avantage, ça veut dire de sortir de Zarzis, de partir même pas 5 minutes, on va dire ça, à des kilomètres de Zarzis. Ça nous fait un grand plaisir, ça fait chaud au cœur, on va dire ça. Voilà. En tout cas, merci Béchir. Et puis pour les auditeurs, vous avez l'impression en live de cette première traversée où les gens sont heureux de faire directement Marseille et Zarzis. Ça évitera Inch'Allah, les accidents qui arrivent de temps en temps l'été, on va avoir 10 heures de plus de bateaux, mais l'épanouissement, et puis pour le sud, tout le monde se connaît, donc en fait, les vacances commencent à Marseille, et pas comme d'habitude, une fois qu'on arrive à Zarzis. Merci Béchir, merci Christophe, donc on va essayer, tout au long de la traversée, de venir vous saluer de temps en temps,
pour voir donc comment ça se passe. Et puis je sais que de l'autre côté, donc à Zarzis, nous avons une radio consoeur qui nous a demandé de faire du duplex avec. Ça s'appelle Mauj FM, ça veut dire la radio de la vague, puisque Zarzis est à côté de la mer. Et donc pendant ces 2 jours, cet après-midi, demain après-midi, jeudi après-midi, on sera en duplex, soit du bateau en pleine Méditerranée selon les conditions de la liaison satellitaire, soit carrément quand on arrivera avec, il y a plus de 6000 personnes, cher Christophe, chers auditeurs, qui attendent, dans 600 personnes, chacun est entendu par 4-5 membres de sa famille, et il va y avoir une grosse fête que nous relayerons, et avec les ministres aussi qui seront sur place à Zarzis pour fêter cette première donc organisée par le gouvernement tunisien, par la compagnie nationale tunisienne, la CTN, compagnie tunisienne de navigation. Et j'en profite là pour saluer les efforts de tous les officiels en Tunisie, monsieur l'ambassadeur, le consul de Tunisie à Paris et à Pointe, et principalement pour avoir œuvré à ses côtés, travaillé un peu avec lui, monsieur Najib Bayoud, et lui le représentant de la CTN à Paris, avec lequel donc on a pu monter cette opération. Merci beaucoup Tarek, et évidemment bonne traversée, on essaiera de prendre de vos nouvelles, évidemment profitez-en bien en tout cas. Merci à vous, à plus tard. Voilà, Tarek toujours dans les bons coups, donc sur le bateau direction Zarzis, 48 degrés à Zarzis. Ah ouais, terrible. Ouais. Bon, on Ok. est ici finalement. La vie calme, d'Alep. hein. Bon, alors, eh bien mesdames, messieurs, en direct maintenant dans le grand format avec vos appels au 01 40 33 9000 avec Youssef Brakni, avec Hossein Ras, place au concret. Après le discours à vocation en partie philosophique d'Emmanuel Macron hier à Versailles, c'est au tour donc de son Premier ministre de dire ce qu'il compte faire dans les années à venir pour la France. Édouard Philippe devant les députés à qui il va réclamer la confiance, bien sûr, à l'issue de son discours de politique générale. De nombreux points ont déjà été évoqués, y compris les points sensibles, comme la réforme des impôts locaux. Écoutez, Édouard Philippe, un extrait du discours prononcé il y a quelques minutes. En matière de finances locales, nous engagerons avec les collectivités territoriales des discussions indispensables, car si chacun, bien sûr, doit contribuer à l'effort de redressement de nos comptes publics, cela doit se faire dans le dialogue et le respect, et avec la prévisibilité nécessaire à toute bonne gestion. C'est dans ce cadre que nous engagerons la concertation sur la réforme de la taxe d'habitation, qui doit contribuer d'ici la fin du quinquennat à rendre du pouvoir d'achat à l'immense majorité de nos concitoyens. Je sais cette réforme attendue par les contribuables, mais redoutée par les élus. La taxe d'habitation est aussi nécessaire aux budgets locaux qu'elle est injuste dans son calcul et son évolution pour les contribuables. Améliorer le dispositif pour les collectivités tout en redonnant du pouvoir d'achat pour les citoyens est un objectif qui devrait nous réunir. Voilà, un extrait du discours donc de Édouard Philippe sur la taxe d'habitation, évidemment. Bon, dans un premier lieu, Youssef Brakni, d'ici 2022, donc 80% de la population française sera exonérée de cette fameuse taxe qui est qualifiée comme une taxe injuste. Ouais, après la taxe d'habitation sera surtout pour les classes moyennes en fait. Oui. Pour les classes moyennes, parce que quand on habite dans un petit HLM tout pourri, parce que la taxe d'habitation elle est calculée par rapport à là où on vit en fait, à notre habitation. Quand on est dans un HLM tout vétuste, parce qu'il y a aussi l'ancienneté qui est prise en compte, donc du coup quand on a un habit dans un immeuble qui date de 1970, d'accord, sans terrasse, etc., le vis-à-vis, parce que tout ça est pris en compte dans le calcul de la taxe d'habitation, on n'est pas vraiment impacté par ça quoi. Donc je pense que c'est surtout pour son électorat des classes moyennes. Après maintenant j'aimerais bien savoir comment il compte pallier du coup le manque à gagner pour les villes et surtout pour les villes populaires, parce que les villes riches, c'est vrai que les élus locaux sont un petit peu inquiets vis-à-vis de la suppression de cette taxe. Bah, surtout que Sarkozy avait déjà supprimé la taxe professionnelle, je sais pas si vous en souvenez, qui était une source de revenus non négligeable pour les villes, et là maintenant il va à nouveau supprimer cette taxe d'habitation, et en plus ça permettait par exemple pour des villes qui étaient populaires mais qui sont la petite ceinture de Paris, je pense que je connais, quand on avait des cadres ou des classes moyennes qui venaient de Paris habiter dans ces villes-là, on avait quand même une rentrée d'argent conséquente. Du coup, comment il va faire pour pallier ce manque? Austin, tu te poses la même question? En fait, c'est une taxe locale. C'est pour. Oui, ouais, c'est c'est pour la les mairie co- qui c'est la pour les communes. perçoivent, et c'est Ouais. c'est la mairie qui fixe le taux. Voilà. Ouais, bah, je C'est pense pour ça que tu peux te retrouver à payer des fois une taxe d'habitation exorbitante dans quelques endroits, et puis un peu moins en tout cas dans d'autres endroits. Ça dépend. Souvent les mairies de droite, il y a moins.
Il y a moins la taxe d'habitation, elle est moins élevée. C'est D'accord. surtout dans les mairies de gauche où il y a beaucoup de services comme les centres sociaux, les piscines. Ah, mais en tout etc. cas, moi de base déjà, je suis pour un allègement de tout cet assistanat dans les quartiers, même si c'est bien pour certaines familles qui subissent, etc. Je trouve que souvent, sans faire le réac, hein, je trouve que vraiment, même si on enlève ces taxes, le meilleur moyen, c'est de pallier justement à tout ce qu'on dépensait avec cette taxe à côté. Elle allait dans quoi cette taxe par exemple? Avec quoi par exemple la ville elle va se servir pour quoi? En général, pour aider le CCAS, le truc social, etc. souvent. Mais pas que. La médiathèque, le salaire des agents communaux, bref, il y a plein Ça de rentre dans leur tout ce qui rentre dans le compte d'une fonctionnement d'une commune. Dans Bah oui. le fonctionnement. Ouais. En tout cas, cette taxe d'habitation, comme tu as dit, ça va profiter pas spécialement à ces habitations-là, puisqu'ils la payaient pas les plus pauvres, non? Voilà, c'est ça. Bah, donc, c'est en voilà, fonction c'est- du revenu c'est et en pas fonction de là où tu vis en fait. concept. Je dis, Mais la même classe terrasse- moyenne quand même est concernée. Hein Après, par rapport à la Après classe tout le monde, moyenne, c'est vrai que c'est vrai qu'il y a Combien une immense majorité concernée. Attention, en sachant que les propriétaires sont pas concernés puisqu'ils ils payent la taxe foncière. Ouais. exactement, voilà. Ouais. Mais Ils parlent justement, pas de ça. lui. en moyenne, elle estime à combien, par exemple, dans un foyer normal? Bah, ça sais pas, dépend, je non, pense mais que ça ça dépend une des ville villes. moyenne. Ça dépend des villes, vraiment, c'est très compliqué Pour à dire, savoir, ça, est-ce que- répondre. est-ce À que Bagnolet, vraiment- par exemple, moi je connais la moyenne, c'est 1000 euros. 1000 euros par an. Ah oui, ok, d'accord, ok. Non, je suis Par d'accord. an. Alors, dans ces cas-là, je suis d'accord avec le ministre. 900 euros, 1000 Quand euros. il dit que c'est un revenu supplémentaire pour développer un pouvoir d'achat, D'ailleurs, j'ai logiquement, remarqué d'ailleurs pouvoir d'achat, logiquement- ça a été employé, le mot est revenu Comme dans la sous bouche du Sarko. Premier ministre. parce que mais c'est un mot qui est concret pour les Français. Ouais. Mais on Mais leur qui a en été parle absent tellement durant tout le rarement. mandat Hollande, pouvoir d'achat, on n'en a pas entendu parler, hein. Exactement. C'est une réalité. Il y a plus de ce déni de réalité. Et justement, 1000 euros, c'est conséquent. Et réellement, ça impacte sur l'économie, sur la ville localement. La personne, elle va dépenser plus. Bon, je fais un raccourci. Mais voilà, je pense que ça peut impacter. Après, à savoir pour la ville, bien sûr, c'est aussi impactant. Mais ça fait longtemps qu'ils ont des baisses de dotation chaque année. Donc c'est pas ce qui va changer. Déjà les baisses, voilà, l'État déjà a baissé, surtout sous Hollande. Je crois ça pour certaines villes, pareil, ça peut être 1 million d'euros de baisse, par exemple pour la ville Ouais, de exact, ouais. Bagnolet en moins, d'accord. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Ouais, Donc c'est là énorme. maintenant on enlève encore la taxe d'habitation. Enfin franchement, tu vois, et D'ailleurs, je des sais villes que au bord de la faillite. Après, quand bah oui, des et villes, encore une fois, c'est les riches. Enfin, franchement, moi, voilà, c'est encore une fois. Par exemple, il y a plein de villes qui font tout pour faire de logements, ce qu'on appelle les logements en accession à la propriété, Ouais. pour attirer justement des nouveaux locataires qui payent la taxe d'habitation. Alors, Ouais. c'est vrai que ça gentrifie, etc. Mais quand même, il y a une rentrée d'argent. Donc, franchement, là, je m'interroge vraiment sur la façon dont ils vont gérer le En manque. tout cas, Moi, je pense que c'est ça pas va pour être tout de suite, hein. Moi, je pense que c'est les services en de tout la cas, ville qui vont être En impactés. tout cas, moi, je trouve que les villes, je parle pour mon cas perso, je trouve que Pour souvent Pupponi. l'argent part à gauche, à droite, dans n'importe quoi. Pupponi, là-bas. Et Ouais. le million d'euros, on le dépasse facilement, donc c'est Bon. pas ce qui va les impacter. Alors, il n'y a pas eu que ça évidemment d'aborder durant ce discours, pendant cette heure, toujours sur les impôts, le taux d'impôt sur les sociétés qui sera réduit de 33 à 25% d'ici 2022. Commentaire? Ah, je croyais qu'il allait avoir un extrait. Non, bah Non, là, c'est possible. c'est la continuité enfin, c'est vraiment dans la continuité depuis à peu près maintenant 10 ans, quoi. Depuis les deux mandats Sarkozy-Hollande, maintenant Macron. C'est-à-dire qu'on ne cesse de baisser à chaque fois les impôts pour les entreprises. Mais bon, après, pour une entreprise qui Bon, du rappelle CAC quand 40, même, une entreprise quand même qui est hyper taxée quand même dans ce pays, il faut le rappeler quand même. oui, certes, mais sauf que Surtout en les fait, moyennes et c'est- petites entreprises. Oui, mais en fait, toutes les études ont montré, et ça, je trouve que la campagne, ça a été bien quand on écoutait un peu les petits candidats, ils arrivaient à bien le démontrer, Mélenchon, Nathalie Arthaud, etc. C'est qu'en fait, en réalité, ce sont surtout les grands groupes qui profitent des baisses d'impôts, ceux qui payent exactement. énormément C'est ce que j'allais dire. d'impôts. Et ça a été prouvé que les petites entreprises, les PME, donc Ouais. du coup, qui créent le plus d'emplois dans ce Elles pays, s'en sortent Ouais. pas. c'est pas celle du CAC 40. Bah, par contre, elles, en vrai, elles en profitent qu'à la marge. En fait, En fait- il faudrait faire d'autres mesures, en réalité, d'aide à l'emploi, etc. Donc, en fait, c'est que pour, à chaque fois, une même oligarchie, un même, Ouais, ouais. Quand on regarde bien la création d'entreprises, en France, rien n'est fait pour que les PME Et c'est ton et les domaine moyennes aussi. entreprises Ouais. se développent réellement et dépassent les 2 à 3 ans. Tout est fait en France pour vraiment que le père de famille, le petit artisan qui monte son petit concept parce qu'il a une compétence ou un don qu'il veut faire personnellement en toute indépendance, bah tout est fait pour le freiner. Tout est fait pour, en tout cas, rien n'est fait pour le booster et le relancer derrière. On le voit souvent. Bah déjà, la première chose, c'est les taxes. Comme vient de dire Youssef, ceux qui sont vraiment impactés, c'est les très grosses entreprises et les grosses entreprises, parce que eux, si on ne fait pas ça, ben leurs salariés, par exemple, si on prend le secteur de la grande distribution comme Auchan et Carrefour, c'est quand même les premiers recruteurs dans le monde privé. S'ils se plient pas à leurs règles, tous ces salariés où ils vont. Donc c'est pour ça que on facilite plus les grosses PME. C'est une mauvaise manière de réfléchir, je pense. On devrait plutôt se retourner vraiment vers les petites entreprises. Donc En France, qui en font beaucoup. mesurette, hein, de baisser la taxe des impôts. Non, pour les c'est gens. pas, Non, c'est il une faut bonne le mesurette. faire. Non, moi, je pense que Il faut le faire. Mais payer- il faut être encore plus actif, encore aller plus loin pour les PME et les Moi, je suis moyennes pas entreprises. favorable au fait de baisser les impôts pour les entreprises. 33%, Je vois pas 25%. pourquoi, mais je vois Alors. pas pourquoi. Franchement, en France, les entrepreneurs, ils galèrent.
Mais ils galèrent, mais c'est pas les grosses mais toi, tu entreprises parles qui des galèrent. petites entreprises. Moi, je parle des petites entreprises. Oui, Je défendrai oui, pas mais les c'est très bien que là, c'est pas gros ça. patrons. Ouais, mais là, c'est pas ça qui est visé, là. Bien sûr. En Mais tout après, cas, on peut il faut pas faire des choses. il faut pour faire les un petites. statut particulier pour les grosses entreprises et les petites. Voilà, les pour. petites et Moi, moyennes je suis entreprises. Bah pour. oui, bien Ouais, évidemment. Mais c'est déjà fait d'une mais- certaine manière, mais en vérité, on voit que c'est pas ça. Quel est justement le paramètre qui fait que pour vous une moyenne entreprise passe à une grande entreprise, C'est le nombre de ou d'une salariés. petite non. entreprise on passe à une moyenne. Enfin voilà, c'est assez complexe quand même. Mais Non, bon. non, c'est des statuts très définis. Une PME et une grande ou une C'est le moyenne nombre de entreprise, salariés. c'est en nombre de nombre de salariés. C'est quand salariés. tu t'enregistres D'accord. à la chambre des commerces. De toute façon, tu as ton statut. Alors autre sujet polémique, un report à 2019 de la réforme de l'impôt sur la fortune. Pour ce qui concerne la santé, les vaccins pour les enfants deviendront obligatoires en 2018, mais seulement ceux qui sont déjà recommandés par les médecins. Voilà, médecins. Il y a une affaire suite à ça, non? Avec la ministre de la Santé. Oui, il y a un délit d'initié. Justement, on était à 3 vaccins obligatoires, on est passé à 9 ou 11. Oui, je crois même 13. Moi. 13, voilà, et ben justement c'est elle qui a dressé cette liste-là, et justement le délit d'initié, il est pas Et banal. surtout en sachant que les vaccins, bon, il y a un gros débat. Hein. Il y a Oui. un très gros débat sur les vaccins. Sur Et l'utilité franchement- des vaccins. Ouais, bah oui, Et surtout, ouais. surtout dans nos sociétés en réalité. Bien sûr. Tu vois, Et il y a un c'est- article bon. qui est sorti la semaine dernière justement qui m'a intéressé, où justement aux États-Unis ils ont fait une découverte par rapport à des études où il y a des bons nombres de vaccins qui causent justement de Des l'autisme. maladies, ouais, de l'autisme. Ouais. Exact. Alors, le paquet de cigarettes maintenant sera porté progressivement à 10 €. Voilà. Revalorisation de l'allocation adulte handicapé et minimum vieillesse dès 2018. Et puis toujours en 2018, une loi, le quinquennat des moyens de la justice. Édouard Philippe qui confirme donc l'engagement d'Emmanuel Macron de créer 15 000 places de prison supplémentaires. Voilà. Sinon, 15 000 il y a eu quoi en matière de ça t'intéresse, Youssef Brakni, réforme du bac pour 2021. On va passer ainsi, on va en fait limiter un peu les épreuves pour les examens et donc proposer des contrôles continus à l'image de, pour juste donner un exemple de ce qui se fait pour les collégiens de 3e. Oui, alors ça c'est comme on en parlait tout à l'heure, hein, c'est la vieille réforme que, enfin tous les ministres de l'éducation, tous les gouvernements ont tenté de réformer le bac. Le dernier qui s'est essayé, c'est François Fillon, et je me souviens très bien parce que c'était un de mes premiers engagements en politique. J'étais au lycée à l'époque, donc en 2003, en 2004, hein, et c'était la loi Fillon justement sur l'éducation où il voulait transformer le bac en contrôle continu. Et nous à Je me l'époque, rappelle des slogans d'ailleurs des manifs. ouais, Fillon, Oui, je sais oui. plus quoi, ouais, je sais plus un truc avec Fillon. Je le rends dans le fion. Ouais, un truc comme ça, ouais, c'était bien marrant. Et je me souviens, c'était vraiment, on a été une génération comme ça, où on a été radicalisé dans tous les sens du terme à la politique, et du coup, je me souviens qu'il avait reculé. Et en fait, du coup, il voulait faire, transformer le bac en contrôle continu. Et nous, on avait dénoncé le fait que ça allait créer des inégalités et que, voilà, forcément, quand on veut demander des grandes écoles, là maintenant, c'est plus sur le fait d'avoir le bac en lui-même, mais c'est déjà avoir la mention, certes, mais c'est aussi sur le dossier scolaire. Ouais. Et on a vu et on le sait tous que quand on le demande d'un lycée, d'un quartier populaire, d'un REP+, etc. On n'a pas tous les mêmes chances que celui qui sort d'Henri IV. Voilà un petit peu pour les annonces, on y reviendra plus en longueur demain évidemment pour faire un peu le point sur ce qui a été annoncé. Bon alors sans nul doute évidemment ça sera voté bien sûr avec la majorité qu'il a à l'Assemblée nationale, même pas la peine de mettre un quelconque suspense, ça sera bien entendu voté sans aucun problème. Et pendant ce temps-là, pendant que le Premier ministre parle, Emmanuel Macron il est où? Bah vous le savez, Non. il est sous la mer, à bord d'un des sous-marins atomiques de la France dans la rafle de Brest pour redire l'attachement à la dissuasion nucléaire, la clé de voûte de la sécurité nationale, a dit le chef de l'État. Voilà, Oui. à chacun son... Non, Hein mais ça c'est du coup on voit qu'Hollande, j'allais faire un lapsus. On voit que Macron est dans la droite ligne encore une fois de Hollande sur l'interventionnisme français partout dans le monde, notamment en Afrique, et on le voit notamment en Syrie aujourd'hui, où Macron a annoncé que la France frapperait unilatéralement le régime d'Assad en cas de nouvelle attaque chimique. C'est ça, avec Trump, ils se sont mis d'accord là-dessus. 01 40 33 9000, sinon bien sûr vos réactions 24 heures sur 24 sur le mobile répondeur du Grand Forum à votre disposition, 06 18 21 56 41. Il y a le hashtag sur Twitter LGF officiel, n'hésitez pas aussi à nous envoyer tous vos messages via le réseau social Twitter.
bien sûr, et puis bien entendu sur la page Facebook France Maghreb 2. Alors maintenant on va changer de sujet, on va filer dans le Golfe pour parler du Qatar qui se lance dans un vaste projet gazier, cela en pleine crise d'ailleurs avec ses voisins, notamment l'Arabie Saoudite qui, comme les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et l'Égypte, impose un embargo, vous le savez, à Doha et formule des exigences dans l'attente de la réponse du Qatar. Écoutez ce que disait hier le ministre saoudien des Affaires étrangères, Abdel Al-Jouber. Écoutez. Les Qatariens, c'est vrai, ont fait quelques progrès, mais pas de progrès suffisants pour que cela soit satisfaisant. Il y a aussi d'autres faits qui se sont produits depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, en termes d'ingérence du Qatar dans les affaires des pays voisins. Il y a aussi l'accueil fait par le Qatar de financiers connus pour soutenir le terrorisme. Il y a également les discours d'incitation à la haine diffusés par la chaîne de télévision Al Jazeera ou d'autres médias qatariens. Notre décision en tout cas, et laissez-moi être clair, est celle-ci, c'est inacceptable. Alors pour faire simple, en clair, le ministre nous dit, il a fait quelques progrès, peut encore mieux faire. Ouais, bon après ça c'est toujours bon, de toute façon j'avais fait un avis tranché là-dessus. Cette volonté de mettre au pas le Qatar, c'est désastreux quoi, et elle correspond du coup dans un contexte bien particulier en Arabie Saoudite, puisque comme vous le savez, il y a eu un coup d'État. Oui. Et que donc du coup le roi a mis son fils comme prince héritier, Mohammed Ben Salman, et c'est lui en fait ce jeune souverain qui a lancé la guerre au Yémen, qui a lancé ce Qatar ban, et on sait tous qu'il est imprévisible, complètement désordonné. Par exemple, pour vous donner une anecdote, c'est le Pentagone qui a raconté ça à des journalistes américains. Quand il a lancé la guerre au Yémen, il est parti aux Maldives en vacances pendant 10 jours, il s'est coupé du monde, et quand le Pentagone a voulu savoir ce qu'il faisait, ce qu'il comptait faire, quelle était sa stratégie, il était injoignable pendant 10 jours. Pendant ce temps-là, l'armée saoudienne bombardait à tout va, Sanaa, etc. Et donc voilà, c'est vraiment de l'amateurisme en fait. C'est vraiment de l'amateurisme. Et du coup, on voit bien que ça a complètement échoué, le Qatar ban complètement. Tout le monde est venu à la rescousse du Qatar. Et en dehors des petits États qui dépendent énormément de l'argent saoudien, ouais. par exemple comme les Maldives, les Comores, le Sénégal, etc. La plupart des grands pays n'ont pas suivi. Ils ont plutôt pris une position de neutralité. Et même certains ont aidé. Ils ont envoyé de la nourriture, comme l'Algérie, le Maroc, l'Iran. Ils ont envoyé des conteneurs et des bateaux et des avions chargés de produits agricoles. Donc pour toi, c'est la fin d'un coup d'État raté, quoi. Ouais, non, c'est clair, et surtout d'une volonté de faire. Parce que le Qatar, en tout cas, n'entend absolument pas céder aux exigences. Hein. Le ministre d'ailleurs, il faisait allusion, notamment à la fermeture de la chaîne d'Al Jazeera, donner Kardawi. Ouais. Enfin bref, c'est complètement absurde. Et même Al Jazeera, pour vous dire, même tous les médias occidentaux, américains, français, etc. ont dit que c'était inacceptable cette demande. Même l'ONU a condamné cette demande de vouloir fermer Al Jazeera. Alors, Hossein Youssef, ami auditeur, l'Arabie Saoudite, dans ce contexte tendu avec l'Iran, va établir des consulats temporaires pour les ressortissants iraniens lors du pèlerinage de la Mecque. Il aura lieu au mois de septembre. L'année dernière, les Iraniens n'avaient pas été autorisés à se déplacer. Question de sécurité et de logistique, évidemment, officiellement. Ouais. Bien sûr, là, ça va être des consulats temporaires. Voilà, pour cette année pour le Hajj, qui donc aura lieu au mois d'août. Bah oui, mais on le sait qu'au-delà de tout ça, que ce soit pour le Qatar, le Yémen, le grand ennemi juré de l'Arabie Saoudite, c'est évidemment l'Iran. Bien sûr. Voilà. Alors c'est très intéressant et encore on le répète sans arrêt, mais il faut-il encore le rappeler, bien se le marteler, c'est qu'aujourd'hui l'Arabie Saoudite qui soutient des groupes terroristes dans le monde, eh bien reproche à son voisin, à ses amis qatariens, d'en faire autant. C'est assez particulier, quoi. Voilà. Tu fais une bêtise, je te reproche de faire la même bêtise que moi. Tout le monde finance tout le monde et parfois ils financent même les mêmes groupes. Hein. Voilà, c'est ça en plus. Ouais. Donc aussi là-dessus pour juste en un mot. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, quoi. Bon, tu partages un petit peu la vie de Youssef, c'est raté leur coup d'État. Raté, tu vois, c'est gros comme une maison aux yeux de tout le monde. Cette guerre contre le Qatar, cette guerre hypocrite, etc. Comme t'as dit, tout le monde finance le terrorisme et aujourd'hui ils veulent leur jeter la première pierre. Pourtant, regarde, rien ne les arrête, hein. Regarde, ça continue. Donc je sais pas si ça va être raté ou pas. Non, bah c'est pratiquement impossible que, enfin c'est surréaliste que le Qatar ferme le Al Jazeera, c'est impossible. Ouais, c'est impossible. De toute façon, le Qatar a répondu, l'émir du Qatar, il a répondu qu'il n'était pas question de céder sur quoi que ce soit. Mais donc, je sais pas si vous avez vu, mais il y a même un joueur carrément, je crois, saoudien ou je sais plus ou des Émiratis, je sais plus, qui a refusé de se mettre carrément devant un micro beIN Sport. Ah oui. En Angleterre. Et du coup, le protocole a pété un câble et ils l'ont forcé. Et il a dû s'y plier, quoi. Parce que là, il est en Angleterre, là. Il y a des Saoudiens, apparemment, qui préparent une chaîne de sport pour concurrencer beIN Sport.
Ouais, mais ils arriveront pas parce qu'en fait c'est une question de mentalité, c'est une question de savoir-faire en fait. Je sais pas, après ils ont l'argent, hein, mais en fait Al Jazeera ça a été vraiment, en fait il faut savoir le succès d'Al Jazeera vient du fait qu'ils ont recruté tous ceux de la BBC arabe. Ouais. Et en fait c'est des gens qui ont été formés en Occident. Mais faut dire que l'image de Al Jazeera c'est quand même nettement dégradée. Mais oui, pas c'est sûr, mais ça reste encore très populaire. Hein. Ouais. Et pas Très, seulement très à la base de Al Jazeera, je me rappelle qu'ils avaient recruté dans chaque pays les stars des chaînes des télé nationales. En dehors de la mais BBC, je veux dire même, ceux qui- Algérie, Maroc, je veux dire les Tunisie, cadres. ils ont récupéré du Non, je veux monde. dire les cadres qui Ah oui, ont d'accord, formé. ok, Parce oui, oui. qu'animateur, Ah oui, on a toujours pour le eu des grands marketing. journalistes. Oui, bien sûr, oui. Mais la façon À fond. de gérer l'information, les rubriques, Exactement. les À chroniques. quand Youssef Brakni En fait- au Sénat sur Al Jazeera? Ouais. En bah, fait, bientôt, c'est ce bientôt. savoir-faire-là qui est exact, c'est le Non, moi je suis savoir-faire algérien, tu sais qu'il y a un conflit entre l'Algérie et Al Jazeera en plus. Ouais. Exactement. À cause de l'époque des années 90. Non, les années Ah, 90, quand ils donnaient tout le temps la parole au fils, Ouais. à Bassim Madani notamment, etc. Il y a un vieux contentieux. Et aussi au GSPPC, Hmm. le plus récent, la Ouais, dernière forme dernier. du GIA, dans les années 2000. Et vous savez qu'aujourd'hui on est le 4 juillet, c'est demain la fête nationale en Ah ouais, Algérie. on se prépare là. Moi je prépare le drapeau. Alors l'indépendance de la France, enfin l'indépendance de l'Algérie, pardon, la France l'a donnée le 3 juillet 1962, Youssef, c'est ça? La dépendance de qui? L'indépendance de l'Algérie. Oui, ils ont officiellement, après il y a eu le cessez-le-feu le 19 mars, après Ouais. officiellement c'était Le- début juillet, le 2. Le 3 juillet. Ouais, le 3, ouais. Et en fait, le 5 juillet correspond en réalité à la date du premier soldat français qui a posé les pieds à Sidi Flotte en 1830. C'est Wow. pour ça que l'Algérie a choisi le 5 juillet comme date symbolique. Mais Fête la guerre, c'était nationale. arrêté avant. Bien entendu demain Ouais. en Algérie. Dans un instant, messieurs dames, on va aller au Maroc, tiens, avec Youssef Brakni pour son avis tranché. Alors de quoi alors si je prononce bien, Le Hirak, qui est le Hirak est-il le nom Et non l'Irak. Et non l'Irak, le Mais ça pays. s'écrit IRAK avec un H devant. D'accord. Ça veut dire mouvement. Non, en parce arabe. que aussi il fait le malin, parce que moi Je j'ai fais pas dit. le malin. Si, tu fais le Ah, malin. t'as Algérien, Parce que d'une certaine quand manière. j'ai donné le programme tout à l'heure, j'ai dit Irak. C'est pour ça. Ouais, non, Irak c'est un pays. Et là, on parle de Hirak, Voilà. qui est donc qui est un mouvement de contestation en ce moment dans le nord du Maroc, chez les Rifins. D'ailleurs, on en dira un petit mot parce que moi, j'ai des gens là-bas qui me disent que finalement c'est assez sporadique et c'est peut-être pas aussi important qu'on veut bien nous le faire croire. Oui, bah ouais, ça c'est clair, c'est ce qu'on entend le plus. Voilà. Mais on devrait appeler des personnes sur place aussi. Oui, bien sûr. Bah, nous, c'est ce évidemment. qu'on a fait à Bagnolet, voilà. Ouais. Puis, on a fait ça jeudi 29 juin. On a fait un débat autour de cette question. Il y avait des militants marocains qui vivent en France, mais qui ont vécu au Maroc et qui ont été des militants là-bas. Et on a appelé notamment une grande militante sociologue, Soraya El Tiki, qui est connue, hein, Soraya El Khalaoui plutôt de son nom universitaire, et qui vit à Casablanca et qui coordonne le soutien aux familles des prisonniers politiques. Ouais. On l'a eu en live par Skype et les gens ont pu entendre ce qui se passait là-bas directement. Très bien. Bon, et ben tu nous feras il y a la un pub, petit je compte rendu tout à l'heure. Un compte rendu. Hein, tu nous feras un compte rendu, oui, parce qu'il y a la pub. Exact, La pub, t'as vu quand même. j'avais Elle aime pas trop quand on s'étale. Dans un instant donc, on va en parler avec Youssef Brakni, le zapping bien sûr auparavant, et puis après on va parler d'Emmanuel Macron qui a réuni le congrès hier à Versailles. Qu'est-ce qu'il a dit? On fera Louis XIV. voilà, le topo un petit peu de ce qui s'est dit sur France Maghreb 2. Bienvenue. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum sur Twitter, LGF officiel pour évidemment le hashtag LGF officiel pour nous envoyer tous vos commentaires sur Twitter, sur France Maghreb 2 bien sûr, avec le grand forum. Youssef Brakni, notre prof d'histoire qui est avec nous, Osinras qui est avec nous, coach en création d'entreprise. Il aide évidemment toutes ces jeunes à mettre en place des entreprises, à développer leurs idées. Jeunes et moins jeunes. Les jeunes et moins jeunes. Mais Ouais. bon, on va dire que les jeunes quand même c'est ton, Exactement. hein, voilà. C'est son dada. C'est son dada, exactement. Les Hein. quartiers populaires en général. Voilà. Si on Alors, trouve pas notre emploi, on crée le nôtre. On Ça, crée, c'est Macron, tiens, ça, c'est trop tard. Non, mais c'est vrai, ça. Je l'avais dit avant Macron, ça. Mais je l'ai dit avant Macron depuis tout jeune. Voilà, Macron s'est fait dépasser. Puis jadis. Jadis. Allez, place au zapping maintenant avant de retrouver l'avis tranché de notre ami Youssef Brakni. De quoi Hirak est-il le nom? Vous le saurez dans un instant. Alors notre zapping, bien sûr, le président de la République Emmanuel Macron a appelé les médias à cesser leur recherche permanente du scandale devant les parlementaires hier en congrès à Versailles. Écoutez. Nous avons cessé de supporter ce qui semblait presque normal autrefois. L'opacité, le clientélisme, les conflits d'intérêts, tout ce qui relève d'une forme de corruption ordinaire presque impalpable. Pour autant, nul n'est irréprochable. Car si l'exigence doit être constante, si nous sommes tous dépositaires de la dignité qui sied à nos fonctions, et chaque jour nous oblige, la perfection n'existe pas. Oui, nous voulons une société de confiance. Et pour cela, une loi ne suffit pas. C'est un comportement de chaque jour. Mais nous voulons aussi cette confiance
parce que la société de la délation et du soupçon généralisé, qui était jusque-là la conséquence de l'impunité de quelques puissants, ne nous plaît pas davantage. La loi du gouvernement sera votée, je n'en doute pas. Mais après qu'elle l'aura été, j'appelle à la retenue. J'appelle à en finir avec cette recherche incessante du scandale, avec le viol permanent de la présomption d'innocence, avec cette chasse à l'homme, où parfois les réputations sont détruites, et où la reconnaissance de l'innocence, des mois, des années plus tard, ne fait pas le 10e du bruit qu'avait fait la mise en accusation initiale. Voilà pour la petite touche apportée, en direction des médias évidemment, hein, Emmanuel Macron. C'est vrai qu'on parle beaucoup, par exemple, quand un homme public est concerné par une affaire, ça peut être aussi lié à l'actualité, je sais pas, une accusation par rapport à telle ou telle personne. On en parle beaucoup lorsqu'il est accusé, beaucoup moins lorsqu'il est par exemple innocenté. Ouais, c'est clair. Ouais, certes, ça dépend de son poste à ce moment-là aussi. Oui. Si jamais il est Premier ministre, je peux te dire. Mais on partage cet appel au calme des médias ou pas? Pas du tout. Non, pas du tout. Moi, je partage pas du tout ça. Eux, ils sont là, ils sont élus. Attends, on parle de quelle affaire là? On parle de personnes. Je personnes. trouve qu'ils s'en font pas assez justement. Ouais, mais surtout, on parle de quoi? On parle de personnes qui ont fait de la politique leur métier. Enfin, évidemment, on parle pas des petits gars, mais là, je te parle de François Fillon, de Jacques Chirac, des emplois fictifs. En fait, ils ont profité de leur place et d'ailleurs, ils s'engagent que pour ça. Limite, on a l'impression pour se servir. Et ça, c'est inadmissible. Inadmissible. Comment t'expliques que dans certains, ils ont jamais travaillé de leur vie, ta vie de patrimoine? Ils sont à des 30 millions d'euros, 1 million d'euros, 15 millions d'euros pour ce qu'ils ont déclaré de patrimoine. Nous, avec notre travail, etc., toute notre vie, même jusqu'à 190 ans, on n'arriverait pas à avoir un patrimoine aussi important, etc., tu vois. Ouais. Donc, à un moment donné, il faut être un peu d'essence, quoi. Ce matin, Bourdin a posé la question à Valls par rapport à ça. Ah, il était chez Valls ce matin? Oui, exactement. Il a dit que la France Insoumise, il y a des islamistes partout. Exactement. C'est les amis des islamistes en fait. Que il était invité la semaine dernière chez Bourdin. Ah bah voilà, il y a un réel déni. Et encore une fois, il parle pas de la candidate qui est en face de Farida Amrani. Non, c'était sur RTL la semaine dernière. Ah voilà, ok, je me disais. Il parle des soutiens de Farida Amrani aussi. Ouais, il cite pas de nom, toujours pas. Que ce soit les deux, même le journaliste en face, donc même Bourdin, pour moi, il a été très gentil ce matin avec Manuel Valls. Je l'ai pas trouvé à son habitude très intéressant, très pertinent. Trop de raison en fait. Ouais, franchement, c'était lourd, ça m'a plus énervé qu'autre chose. Et je rappelle la pétition évidemment, vous pouvez continuer à partager et à signer. 14 000 signataires à ce jour. 15 000, exactement. Donc c'est bien, il faut qu'on arrive à grimper tout ça et puis elle sera remise au Conseil constitutionnel d'ici le 14 juillet à peu près, un petit peu avant. Bien sûr, pour aider le Conseil constitutionnel à prendre en cause les attentes des citoyens, et c'est même à l'échelle internationale, hein, cette pétition, elle a été signée par beaucoup de monde, donc voilà, allez-y, continuez, allez sur le Facebook de la radio France Maghreb 2 pour la retrouver, bien sûr, la partager et surtout la signer, c'est très important, bien sûr, pour soutenir, c'est le but, le recours déposé par la candidate de la France Insoumise, ou soutenu plutôt par la France Insoumise, Farida Amrani, et Elis Rabaté. Sinon, par rapport à ce discours prononcé hier d'Emmanuel Macron, il y a eu des réactions. La députée Marine Le Pen, par exemple, a l'impression d'avoir perdu son temps en écoutant Emmanuel Macron, et cela malgré la dose de proportionnelle promise par le président, une mesure réclamée de longue date, notamment par le Front National. Il commence les choses, mais il ne les termine pas. Nous n'en savons donc pas plus en sortant qu'en entrant. Marine Le Pen, elle a rien compris à ce qu'il a dit, en fait, pour faire simple, hein. Bah après, voilà. bon, peut-être qu'elle a pas compris vraiment. Oui. Non, après, sur la question de la proportionnelle, c'est clair que, je pense que ça va changer un peu la donne, hein, pour le coup. Un des partis qui va le plus en profiter, c'est son parti, hein. Ouais. Parce que c'est sûr que les dernières présidentielles, là, pas les présidentielles, mais les législatives, parce que ce sera surtout pour les législatives, elle a fait combien? 10% ils ont fait, 11%, je sais plus combien ils ont fait le FN à l'échelle nationale. En fait, du coup, on peut multiplier, hein. Ouais. Ah oui, ils vont être présents beaucoup plus. En fait, il faut prendre le chiffre au premier tour. Ouais. Pas au second tour. Voilà, lui, il a dit une part, hein. Il a pas dit en une total, dose, alors une que dose, le FN, même une dose, forcément, on va D'accord. avoir bien sûr, une assemblée nationale complètement différente, ouais. Déjà à l'extrême gauche. Exactement. On va avoir des députés d'extrême gauche et de... Les partis les moins représentés, ils seront le plus, ils vont en bénéficier le plus, Voilà. ouais. Et le FN, ils les appellent à une totale, en fait. Total, oui. Exact. Ouais. Alors, autre réaction au discours d'Emmanuel Macron. Un discours pour rien, c'est aussi le sentiment à droite. La seule vraie annonce, la levée de l'état d'urgence à l'automne, inquiète même le député Les Républicains, Éric Ciotti. C'est peut-être ça qui restera dans ce discours et c'est sans doute ça qui marquera une étape nouvelle parce qu'elle va aboutir à affaiblir la protection des Français.
Voilà, ça l'inquiète, Eric Ciotti, évidemment, par rapport à cette levée de l'état d'urgence. Ouais, on sait tous que ça a été prouvé, surprouvé, tous les rapports mondiaux, internationaux, nationaux ont montré que l'état d'urgence n'est pas du tout efficace et que ça enlève absolument rien. Exact, et en sachant qu'il y a déjà le plan Vigipirate, qui a déjà le plan Vigipirate qui est à son niveau le plus élevé. Le plan Sentinelle aussi. Et le plan épervier. Le plan épervier, c'est quand il y a une fuite, ça. Ah, d'accord. C'est pas maintenant. Je te dirai quand il y aura. Je te dis. Et donc du coup, non, l'état d'urgence ne sert absolument à rien. Et surtout, ce qui est très inquiétant, et ça, Eric Ciotti ne le dit pas, mais ce que nous militants nous disons, c'est que en réalité, en fait, ils vont enlever l'état d'urgence pour le mettre dans le droit commun. Et donc en fait, des dispositions qui étaient à la base exceptionnelles, d'accord, vont rentrer dans le droit commun, comme par exemple les perquisitions à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Ça va être possible. Exactement, c'est dans son projet de loi sécurité. Sans arrêter, passant de demande du juge. Voilà. Si jamais, par exemple, le juge ou le préfet considère que il y a, je sais pas moi, là, il y a une cache, je sais pas moi, il y a une cité où il y a peut-être une filière, etc., il suspecte certaines personnes, d'accord. On le sait tous, c'est des musulmans encore une fois. Donc ils peuvent, ils peuvent débarquer chez lui n'importe quand. Voilà. Aussi, il peut prendre cher. En tout cas, sa porte peut prendre cher. Et lui, peut-être aussi. S'il s'y trouve à l'intérieur, en tout cas. Exactement. Voilà. S'il est pas planqué dans ses planques là. Autre réaction pour en finir avec ce discours dont on reviendra dans un instant. C'est à gauche, le député socialiste Olivier Faure trouve aussi que le château de Louis XIV résonnait un peu creux hier. On a voulu donner de la solennité à un discours qui peut-être n'en méritait pas tant. Il n'y avait pas de logique sinon celle de vouloir rappeler la prééminence du chef de l'État sur le Premier ministre, ce que chacun avait bien compris avant même qu'il s'exprime. Voilà pour les différentes réactions au travers de ce zapping au discours de Emmanuel Macron prononcé hier au Congrès à Versailles, un truc qui a coûté très très cher en plus. Bah oui, non mais sauf que après voilà, c'est toujours intéressant. Je trouve que la 5e République, on a beaucoup dit, en tout cas sous De Gaulle et Mitterrand, que c'était une monarchie républicaine. Ouais. Et là franchement, là, on abuse et on abuse. Enfin, je veux dire, le jour où il a gagné, il a quand même fait au Louvre. Le Louvre, c'est pas un musée, hein, c'est un château à la base. Ouais. C'est le château des rois de France. Et d'ailleurs, Louis XIV a quitté le Louvre pour Versailles, pour fuir la révolte des nobles. Je sais pas si vous vous rappelez la fameuse fronde là, des Condés, etc. Et donc il est parti à Versailles à 50 km de Paris pour pouvoir être à l'abri, parce que ça l'avait traumatisé quand il était jeune. Et du coup, il se retrouve dans deux symboles. Voilà, ces deux temps forts de son quinquennat, il utilise des symboles royaux. Enfin, c'est marrant quoi, monarchique. C'était vraiment très intéressant. Il est vraiment dans son. Tu connais ça, cette émission? Non, c'est moi. C'est Monsieur CAC 40, un truc comme ça. Allez, un petit tour du côté du standard. Tiens, on intercepte un appel en direct. Allô, bonjour. Allô, salut. Salut, Méziane. Comment ça va? Ça va et toi? Un auditeur. Ça fait longtemps qu'on depuis. Comment ça va, Méziane? Ouais, ça va, merci. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que on va tous déchanter avec Macron. Parce qu'on parle de plein de choses là qui sont plus de la forme que du fond. De ses postures, il est allé à Versailles, il est allé au Louvre, il a fait ceci, il a fait cela. Mais là, il nous fait beaucoup de cinéma, mais le plus important, c'est la fameuse loi sur le travail. Oui. Ça, c'est le dur. Ouais. Tout le reste, c'est que de la mise en scène et c'est du cinéma. Et je crois qu'il n'est pas intéressant de parler de son costume ou de toutes ces communications. Mais le plus important, c'est le quotidien de tous les citoyens, c'est-à-dire le travail, le chômage et le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat qui a été un mot employé par le Premier ministre tout à l'heure. Ça fait longtemps. On va tous se faire entuber, les petits particulièrement, et il va distribuer de l'argent à ses amis du CAC 40 et tout ce qui est un peu intermédiaire. Et la grande majorité, on va courir après une carotte qu'on n'atteindra jamais. Oui, alors vous avez un état des choses qui est un petit peu sombre, sans en avoir peut-être pour l'instant rien vu. Pour l'instant, force est de constater, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, aussi pour moi, on se fait entuber déjà depuis longtemps, donc on a rien à faire. Non, mais pour l'instant, le parcours de Macron, c'est un sans faute, pour l'instant. Ouais. Oui, non, mais. Et on attend effectivement cette loi travail. C'est pas un imbécile, hein. On attend cette fameuse loi travail qui risquerait peut-être d'être le premier gros chantier de son quinquennat. Mais Méziane, la raison justement, c'est que voilà, il donne beaucoup à côté. Peut-être justement, c'est pour. Il appréhende justement ce moment où la loi travail va être votée. Il fait beaucoup de discours, il fait beaucoup de cinéma, il fait beaucoup de communication. Ouais, c'est des très beaux discours, hein. Ils sont bien. Ah oui, ils sont bien ficelés, bien travaillés, hein. C'est vrai que. Mais dans son état d'esprit, n'oubliez pas que c'est un banquier de chez Rothschild, hein. Oui, bien sûr. Ouais, après c'est un mec qui a fait Sciences Po Elena, il faut regarder d'où il vient, parce que quand on dit à quelqu'un, il a dit une parole, mais il faut toujours regarder d'où la personne parle, hein.
Merci Méziane pour ce tableau un peu sombre, on l'avoue, mais bon, pourquoi pas, hein. Je veux dire, on entend bien en tout cas au travers de cette loi travail qui est finalement très attendue, mais quand on voit le poids des syndicats en France qui représentent plus rien, on voit une opposition qui est complètement absente. Franchement, il a pas trop de soucis à se faire. La France à part Insoumise, ça va quand même. À quelques milliers de. Ouais, mais la France Insoumise. Faut pas oublier que le jour de Versailles, ils ont quand même organisé un super rassemblement à République. Hein. Ouais, il y a combien de personnes? C'était blindé. Il y avait eux déjà. Je peux pas te dire. Je peux pas dire combien, franchement. 3000, je sais pas. Franchement, c'était beaucoup. Et ça, c'était un beaucoup. Franchement, c'est ça qu'il faut faire. Faut faire du sabotage. Faut faire du harcèlement, de la guérilla politique. Allez, tout de suite, avant de retrouver David Tranché, un petit tour du côté du Mobi Répondeur. Vous le savez, mesdames, messieurs, la possibilité de nous déposer votre message 24 heures sur 24 à n'importe quel moment. Voilà, vous écoutez l'émission la nuit en rediff, notamment du côté de aux alentours de minuit. Et puis vous avez entendu un truc, vous souhaitez réagir, évidemment, vous pouvez pas le faire à minuit parce qu'on n'est pas là. Hein, on dort à cette heure-ci, on fait ce qu'on a à faire en même temps. Et bien, vous pouvez appeler le Mobi Répondeur 06 18 21 56 41 et on sélectionne quelques-uns de vos messages et on les écoute bien sûr comme maintenant. Bonjour, c'est Abdel d'Orléans. Oui, c'est pour la question là par rapport au Qatar et l'Arabie Saoudite. Comme par hasard, une semaine avant, Trump il va à l'Arabie Saoudite et après, 4 jours après, ils imposent un embargo au Qatar. Mais c'est par rapport, je crois, plus à un projet économique, quoi. Intérêt économique, c'est-à-dire c'est un pipeline que le Qatar veut faire passer avec l'Iran. Alors, pour les États-Unis, c'est un problème, et voilà, quoi. Et l'Arabie Saoudite, vu qu'elle perd de l'argent, voilà. À mon avis, c'est pour ça. Au revoir. Bonjour Christophe et bonjour à tous les auditeurs. Je voulais donner une petite analyse aussi sur la Syrie et puis sur la prétendue troisième guerre mondiale qui n'aura jamais lieu. Premièrement sur la Syrie, c'est-à-dire le plan initial d'ensemble. Parce que tout au début, il y a 6 ans environ, on n'avait que des morceaux de puzzle, etc. Donc il fallait tous les rassembler. Et donc, selon mon avis, le plan initial d'ensemble, c'était la construction d'une grande zone géographique comprenant l'Europe de l'Ouest, les États-Unis et le Moyen-Orient élargi, c'est-à-dire une partie de l'Afrique et les pays Maghreb, Moyen-Orient. Et donc, pour arriver à cela, c'était pour la construction d'un grand marché, un grand marché comprenant des milliards d'êtres humains, et cela pour un équilibre des forces à l'horizon de 2030-2050, selon mon avis. Pour arriver à construire ce plan d'ensemble, il fallait un outil. C'est-à-dire c'était l'ensemble des frères faux musulmans que j'appelle moi le wahhabisme, le djihadisme. Ça c'était l'outil pour construire ce plan d'ensemble Moyen-Orient élargi. Et donc ils ont été tellement gonflés à bloc l'Occident et les pays wahhabites et tout ça que frères musulmans ils ont cru qu'ils allaient réussir. En fin de compte tout est tombé à l'eau. À mon sens à moi, dans ce contexte, les États-Unis ont sous-estimé la Russie, la Chine, l'Iran, etc. et certains autres pays. À mon sens à moi encore, les États-Unis, je dirais qu'ils sont sous surveillance. Ils ont 12 ou 13 porte-avions géants, etc. ainsi que l'Angleterre et tout ce qui comprend l'OTAN. À mon sens, ces grands porte-avions ne sont que des cibles potentielles qui seront clouées au sol, ainsi que les bases américaines dans le monde. Donc, il faut se poser la question, pourquoi les États-Unis ont construit tant de porte-avions pour neutraliser les mers du monde, et pourquoi la Chine, qui peut avoir les moyens de le faire, n'a pas autant de porte-avions, sinon 1 ou 2. Pourquoi la Russie en possède 1? Ce qui veut dire par là que l'Iran aussi, les potentialités de la Chine, de la Russie, de l'Iran sont plutôt dans la défensive et qu'ils sont en capacité d'anéantir totalement les porte-avions américains, anglais, etc. C'est pour ça qu'à mon sens, ils n'en construisent pas autant. Juste le minimum, 1 ou 2 comme ça. Voilà ce que je voulais dire. Les États-Unis sont sous surveillance.
Ils jouent les gros bras, les biceps comme ça, en envoyant des forces en Europe, en voulant, etc., les porte-avions, etc. C'est uniquement pour impressionner leurs membres de l'OTAN, c'est-à-dire nous sommes le chef, n'ayez pas peur, on est là. Mais ce n'est que du bluff, à mon sens. Uniquement du bluff. Ils savent la ligne qu'il ne faut pas dépasser et ils sont sous surveillance. Le maître du jeu n'est pas les États-Unis, ni l'ordre mondial qu'on appelle, etc. C'est uniquement sur le papier. Une très bonne journée. Voilà pour vos messages 24 heures sur 24 sur le 06 18 21 56 41. Oui, quoi? C'est des vrais avis tranchés, là. Hein. Ah oui. Il a eu plus de temps que nous, lui. Ah, quoi? Plus de temps que nous? Non, ça y est, ça commence. Voilà. Vous avez vu, auditeurs, auditrices, hein. Il a chronométré aussi. Essayez de nous faire des petits avis tranchés, bien sûr, à votre sauce. Mais alors, pas très long, parce que sinon on les passera pas. Moi, si ça dépasse un certain nombre, je coupe, hein, voilà. 06 18 21 56 41. Il n'y a pas que nos chroniqueurs qui ont le droit de faire des avis tranchés. Vous aussi, vous avez la parole à prendre. N'hésitez pas, évidemment, à vous en saisir. On va passer maintenant, si vous voulez bien, au premier avis tranché, celui de Youssef Brakni. 2, 1, 0. Je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Et direction le Maroc avec Youssef Brakni pour évoquer bien sûr cette contestation du Rif. De quoi Hirak est-il le nom? Alors tout à fait, donc j'avais consacré une chronique dernièrement à la guerre du Rif, cette révolution anticoloniale qui a vu cette région du nord du Maroc se débarrasser de la colonisation espagnole durant plusieurs années. Je vais rappeler l'héroïque résistance de ce peuple mené par le lion du Rif, Abdelkrim el-Khattabi, avant d'être battu par les armées françaises et espagnoles coalisées, avec à leur tête 2 généraux, Franco et Pétain. Pour évoquer la révolte sociale qui a lieu en ce moment dans le Rif, on ne peut faire l'impasse sur cet héritage révolutionnaire. Le Hirak, qui est le nom du mouvement actuel, se revendique de cette filiation historique. C'est une région qui a toujours été marginalisée par le pouvoir central. Pour plusieurs raisons. La première tient du fait que des troupes du roi sous colonisation française avaient participé à réprimer la révolte du Rif de Khattabi contre le colonisateur espagnol et français. Cette région, depuis l'indépendance du Maroc, a toujours réclamé l'égalité et la justice pour tout le Maroc. En 1958, une première révolte éclate avec les mêmes mots d'ordre que ceux d'aujourd'hui. Le roi Hassan II, à l'époque, va charger le général Oufkir de réprimer violemment ce mouvement. Cette répression fera près de 8000 morts. À ces violences s'est rajoutée la marginalisation de toute la région. Pendant plusieurs années, elle restera à l'écart du développement, punie par Hassan II de s'être révolté et soucieux d'effacer la lutte anticoloniale des Rifins avec Abdelkrim el-Khattabi. Jusqu'à aujourd'hui, la tombe de Khattabi est restée au Caire. Toute demande de ramener sa tombe dans le Rif est refusée par le régime. C'est dans cette filiation idéologique que s'inscrit le Hirak du Rif. Tout commence, donc du coup, il y a un an, presque, par la mort de Mohsin Fikri. Des policiers lui ont confisqué sa marchandise. Il vendait du poisson à la sauvette pour contourner le chômage de masse qui touche les jeunes au Maroc. Ils ont jeté sa marchandise suite à son refus de payer un pot de vin pour continuer à vendre ses poissons. Il y en avait pour 50 000 dirhams de marchandises, soit 5 000 €. Ils ont jeté le poisson dans une benne à ordures. Fikri, dans un geste de désespoir, va se jeter dans le camion poubelle et il finira broyé devant les caméras du monde entier. Voilà comment débute le mouvement. Par la mort de Mohsin Fikri qui n'est pas sans rappeler la mort de Bouazizi en Tunisie. Vous vous souvenez, ce jeune Tunisien qui s'était immolé suite à la gifle qu'il avait reçue d'une policière tunisienne. Plusieurs procès sont faits à ce mouvement. Ce sont des islamistes ou alors des séparatistes. Un sociologue, Montassir Sakri, militant au Maroc, dit que la mobilisation s'appuie sur un retour des revendications rifaines face à la marginalisation de l'État marocain et sur une morale religieuse populaire. Il y a l'exigence d'un respect de la dignité de l'ensemble de la population marocaine. Les références à la République du Rif ne sont pas séparatistes, mais historiques. Et la morale religieuse permet avant tout de regrouper la population. Comme nous avons pu le voir cet été, durant le mois sacré de Ramadan, après chaque prière nocturne, des sittings avaient lieu. Le Hirak revendique la fin de la corruption, l'arrêt des expropriations, des infrastructures sanitaires et universitaires, mais surtout des hôpitaux. Car il faut le savoir, comme je l'avais rappelé dans ma chronique, le Rif a été bombardé par le gaz moutarde, ce qui fait que c'est une région où il y a le plus de cancers du CAVOM. Il faut savoir que dans toute la région du Rif, il n'y a pas un seul hôpital spécialisé dans le cancer. Les pauvres Rifins qui sont atteints de ce cancer doivent se déplacer jusqu'à Rabat. Et pour beaucoup, n'ont pas les moyens de faire ce déplacement, ils meurent dans les vieilles campagnes du Rif reculées dans les montagnes.
Le Hirak a appris des fautes de 2011 et du mouvement du 20 février, en faisant des demandes mesurables, claires. L'État ne veut pas communiquer et négocier, sinon il devra faire les mêmes concessions dans d'autres régions du Maroc. Pour le moment, la seule réponse du pouvoir, c'est la répression. Le leader du mouvement, Nasser Zefzafi, est emprisonné, ainsi que 200 autres militants rifins. Dans d'autres villes du Maroc, des manifestations ont eu lieu pour demander la libération des prisonniers politiques, comme à Casablanca ou Rabat. Dans cette dernière ville, 20 000 manifestants ont exigé la fin de la répression, avec la maire de Zefzafi en tête. Une grande manifestation nationale est prévue pour le 20 juillet 2017, en pleine saison estivale pour le Maroc, et surtout, ce qui correspond au retour des immigrés de toute l'Europe dans leur pays d'origine. Le tourisme et l'immigration représentent les principales rentrées de devises pour le pays. La diaspora est appelée à rejoindre le mouvement. Comment le roi Mohamed VI compte-t-il réagir? Soit poursuivre la répression, ou alors lancer une grande réforme sociale pour enfin répondre aux revendications légitimes du Hirak. Merci Youssef. Si vous souhaitez évidemment intervenir pour, on va peut-être en parler, peut-être prendre 2 ou 3 réactions, bien sûr au 01 40 33 9000 avec Youssef Brakni. Avant de passer au j'aime ou j'aime pas, et avant de passer aussi à l'avis tranché de Monsieur Hossein Serraes qui va nous parler lui du racisme en Algérie autour du hashtag qui avait fait beaucoup de bruit, mais le hashtag a été finalement initié par 2-3 personnes. Exact. Ouais. Et pour l'instant il y a une campagne de rassemblement plutôt qui est opérée en ce moment en Algérie. C'est la réponse à apporter justement à ce hashtag absolument dégueulasse qui perdurait sur les réseaux sociaux. Donc 01 40 33 9000 pour venir peut-être en savoir davantage, posez vos questions à Youssef Brakni, notre prof d'histoire sur ce Hirak. De qui était le nom Hirak, et il nous l'a expliqué Youssef Brakni. On peut en parler bien sûr de cette situation dans le nord du Maroc avec vos appels 01 40 33 9000, avec aussi vos réactions sur le mobile répondeur 06 18 21 56 41. Ne bougez pas d'un poil, on est de retour très vite. Vous m'entendez? On vous entend bien Amine, on vous écoute Amine. Alors moi je suis tout à fait d'accord avec l'analyse qui vient d'être faite, à une seule exception. C'est que on remet en question l'autorité du Maroc sur ce territoire-là en demandant l'indépendance de la région du Rif. Demander une amélioration de sa qualité de vie, des hôpitaux, des universités, etc., c'est un droit universel, fondamental, et tout le peuple marocain, 40 millions d'habitants, sont d'accord. Mais quand vous manifestez et vous sortez avec des drapeaux outre que l'État du Maroc, et vous incitez à la division du peuple, je suis pas d'accord avec eux. Et tous les Marocains ne sont pas d'accord avec ça. Alors, Zefzafi, etc., il parle à son nom, son nom propre, pas au nom des Rifiens, pas au nom des Marocains. C'est comme si demain, la Guyane, les Dom-Tom, la Corse même, se révolte parce que il y a le coût du lait, le coût de je sais pas quoi, les impôts augmentés, et tout le monde veut son indépendance. Dès lors qu'on respecte l'autorité du pays, c'est-à-dire une seule nation, un seul roi, un seul peuple, on a le droit de parler, de revendiquer de façon pacifique, etc. Avec un seul drapeau. Amine, on a bien entendu ce point très important. Youssef, là-dessus? Alors, évidemment, ça c'est en général ce que disent justement les détracteurs du mouvement Hirak. Et donc, justement, la conférence qu'on a faite à Bagnolet, elle a bien répondu à tout cela, et c'était des militants non rifains qui étaient là. Donc j'ai cité un, Montassir, Hamza Ismaili, Soria El Khalawi qui était sur place, comme je vous l'ai dit, Mohamed Addi qui est l'AMDH, l'Association marocaine des droits de l'homme. Aucun d'eux, cela n'est rifin. Et tous, ils sont d'accord pour dire qu'en fait c'est une stratégie du pouvoir de dire que c'est le séparatisme. En fait, pour se rappeler d'un mouvement en Algérie, il y avait la même chose en 2001 en Kabylie, je sais pas si vous vous en souvenez. Oui, il y avait une contestation des conditions de vie, etc. Et pareil, le gouvernement algérien, et sur ça il rejoint le gouvernement marocain, on dit que c'était du séparatisme, que c'était la division, etc. Or c'est faux. Le drapeau national, le drapeau Amazir. Attends, pour faire clair, est-ce que, comme dit Amine, c'est séparatisme. Et c'est du séparatisme. Alors, est-ce qu'il y a eu des drapeaux autres que le drapeau marocain? Bien sûr, il y en a eu d'autres, et même l'écrasante majorité des drapeaux qui ont été sortis, c'est des drapeaux Amazir. Or, le drapeau Amazir n'est pas un drapeau national. Le drapeau Amazir, il y en a en Kabylie, il y en a en Libye, il y en a même jusqu'en Égypte. C'est un symbole qui est repris par tous les Amazirs, partout, dans toute la région de l'Afrique du Nord. Le drapeau Amazir vient du Congrès mondial Amazir en 1978, qui a décidé de créer ce drapeau, non pas pour créer une nation, mais pour revendiquer les droits de la langue berbère, kabyle Amazir. Donc ce n'est pas un drapeau national, et personne... Attends, juste je termine. Attends, non, bouge pas, Amine, t'inquiète pas. Non, mais ça, il y a pas de problème, ça,
je sais très bien qu'il y a d'autres berbères comme en Algérie, il y a des chaouis, il y a une diversité, c'est pas la question. Exactement. Au Maroc aussi, je sais, 75% de la population du Maroc est amazigh, etc. Il y a pas de problème. Sauf que il y a une histoire particulière à chaque région, partout dans tous les pays. Et tu as cité le cas de la Corse, et c'est très bien. Moi, je vois à chaque fois des manifestations où on a le drapeau corse, qui n'est pas forcément, et quand parfois les gens le brandissent, c'est aussi pour demander la culture corse. Moi, la Bretagne, j'y vais souvent. En Bretagne, quand il y a des manifestations, y compris des agriculteurs, je sais pas si vous en souvenez, ils sortaient le drapeau breton, mais en aucun cas pour demander l'indépendance. Ce n'est pas pour demander, attends, juste une minute, ce n'est pas pour demander l'indépendance de la Bretagne. Donc à un moment donné, c'est faux. Et moi j'ai vu des manifestations donc partout à Rabat, il y avait 20 000 personnes. Rabat, ce n'est pas dans le Rif. Rabat, c'est la capitale du Maroc. C'est un mouvement islamiste qui a mené, c'est Ali Hassan, le mouvement de Cheria Yassine. Maintenant, sa fille qui a repris, Nadia Yassine, qui a mené ce mouvement. Et Nasser Zazafi n'a jamais parlé à aucun moment d'indépendance. Et tous les 200 prisonniers politiques aujourd'hui qui sont emprisonnés à Casablanca ne demandent pas d'indépendance. Il y a personne qui le demande. Et ce qui fait le succès de ce mouvement, c'est justement le fait qu'ils demandent pas l'indépendance. Ils demandent la justice sociale. C'est-à-dire qu'ils veulent la fin de la corruption. Pour être succinct et pas monopoliser le débat. Oui. Moi, je dirais que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Oui. Le Maroc, alhamdoulilah, je suis fier de mon pays. Je suis marocain dans l'âme. Je descends comme tous les immigrés chaque été, etc. C'est très bien. On a un pays stable, du Maroc jusqu'à la Syrie Moyen-Orient. Tout est dans un bordel pas possible. On reste dans un pays stable, on mange à notre faim, on a la sécurité. Que demande le peuple? Il faut pas être plus royaliste que le roi. Il y a bien plus que situation. C'est pas ce que disent les Marocains là-bas. La génération que je représente, fait en sorte que voilà, les mentalités changent et pacifiquement et doucement, petit à petit, on améliore le quotidien. Mais Amine, chose importante, les racines sont gangrénées dans nos pays arabes et ça, c'est même en France, tout est corrompu, tout était un système, bref, qui s'effondre. Justement. Et tout le monde. En France, quand il y a des mouvements comme Nuit debout, on dit pas que c'est du séparatisme. Les élections demandent du renouveau. Et c'est naturel de demander du renouveau. Sauf qu'il y a façon et façon de le faire. Amine, en tout cas, ça a permis, au travers de ton appel, de rappeler, au travers des propos de Youssef Brakni, que jamais le mouvement Irak a appelé à l'indépendance du Rif. Non. Mais non, sinon il n'y aurait pas de succès. Donc c'est de la propagande. Ça, c'est de la propagande du pouvoir, ça. Moi, en tant que. Eh ben, ils sortent avec des drapeaux marocains, ils disent Allah. Oui, mais ça c'est. Et voilà, il n'y a aucun problème. Après, oui, mais là c'est une injonction. Ouais, mais ça c'est. Oui, mais ça c'est une injonction qui, c'est là que ça va pas. C'est comme s'ils devaient montrer patte blanche. Ils ont pas à montrer patte blanche. Ils sont marocains, ils sont ricains. Ils ont des pièces d'identité marocaines. Ils ont une monnaie marocaine. Ils le remettent pas en cause. Ils ont une sécurité marocaine. Ils le remettent pas en cause. Si, ils remettent en cause la police et l'armée. Oui, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de discrimination entre le Rif, le moyen, le sud. Oui, voilà, mais c'est là qu'on n'est pas d'accord. Mais après, ensuite, excusez-moi. Mais il y a bien un gouvernement au Maroc. Excusez-moi. Amine, pardon, excusez-moi. Amine, excusez-moi, s'il vous plaît. Amine. Juste pour lever un drapeau, ils savent même pas ce drapeau qu'est-ce qu'il représente. Amine, attendez, on se reprend. D'abord, l'objectif c'est de s'écouter parler, c'est très important. Il y a bien un gouvernement au Maroc qui est mis en place, qui est élu, bien sûr. Donc en fait, si le roi demande de voter pour telle personne, vous votez. Si on appelle à voter pour telle personne, faut voter par patriotisme pour telle personne. En fait, faut pas aller en contradiction avec une certaine. Moi, je l'ai pas trouvé personnellement. Je suis très extérieur à cette question, mais à point de vue très objectif, j'ai pas vu. Excusez-moi, juste un instant. Excusez-moi. Oui, j'en veux bien l'entendre. Excusez-moi. La corruption, tout le monde vivra bien. Bah, c'est ce qu'il demande. Exactement, mais c'est bien ce qu'il demande. Mais justement, c'est la demande que j'ai vue. Moi, d'un point de vue extérieur, j'ai vu des critiques envers le gouvernement et non pas envers le roi ou la souveraineté du Maroc ou le respect de l'État. J'ai pas vu ça. Je suis le premier à critiquer le gouvernement, même si je pense que vous rejoignez sur plein de points. Vous pouvez rejoindre le mouvement des Lartres, alors. Merci Amine. En tout cas, parce que voilà, c'est important de s'écouter. Oui, voilà, c'est qu'en fait, je vous jure, c'est la même question qu'il y avait eu en 2001 avec le mouvement en Kabylie. Oui, qui avait été endeuillé quand même, plus de 130 morts. Voilà, et à l'époque, voilà, l'Algérie, ça rigole pas. Sans qu'il y ait quelconque. Oui, il y avait aucun soutien international, etc. 130 morts. Ouais, 130 morts et beaucoup de jeunes dans l'immense majorité, et c'était des gens pacifiques. On envoyait des chars, on se souvient. Et donc, non, mais la question de la déstabilisation, la question du chaos, etc. En réalité, ce sont les pouvoirs qui l'a créé, la déstabilisation. La déstabilisation du Maroc, le danger pour le Maroc, c'est la corruption.
Il est là le danger en fait. Ils se rejoignent sur plein de points. C'est là le problème. Et donc moi je maintiens pour Amine qui nous écoute encore, il y a eu aucune remise en cause du roi. Et jamais il a été insulté, jamais il a été même critiqué. Tout ce qu'il demande, c'est du coup qu'il y ait des vraies infrastructures dignes de ce nom pour le Rif et pour tout le Maroc. Et donc encore une fois, je rappelle qu'il y a eu une manifestation à Rabat. Ouais. Et c'est pas rien, il y a eu comme 20 000 personnes, tout le monde peut aller voir. C'est pas rien, c'est plus que la manifestation de la France Insoumise hier. Ouais. Allez, on passe maintenant à notre ami, notre ami Kamel, ça fait un petit moment qu'il nous avait pas appelé. Kamel. Salut Kamel. Qu'est-ce qu'il y a Kamel? Bonsoir. Bonjour à tous. Bonsoir à tous et à tous. Je voulais commencer par saluer le peuple marocain. Moi, en tant que fils d'émigrés, français, algérien, je veux à la fois saluer le peuple marocain et quelquefois, il faut le dire très franchement, il y a dans la vie, et je veux dire à cette personne, à Amine qui intervenait, on a bien senti qu'il intervenait avec beaucoup de passion, et il est bien évident que nos peuples, les peuples du Maghreb, ne doivent pas être divisés. Il faut que nous avancions les uns avec les autres. Il faut que nous avancions pour aller vers le progrès. Mais il ne faut pas oublier aussi que les divisions ne serviront qu'à une partie de ceux qui aujourd'hui envisagent de mener des actions au Maghreb, dans l'Afrique, auprès du Mali, auprès de la Libye, etc. On voit bien ce qui est en train de s'orchestrer dans le Maghreb. On voit bien les volontés de déstabilisation des peuples, etc. Et c'est pour ça qu'il faut que nous restions soudés. Il est vrai aussi qu'aujourd'hui, on veut utiliser les fractions qui aujourd'hui demandent un peu plus de liberté, et notamment moi je suis kabyle, donc la cause berbère je la connais bien, et je peux même vous dire tout de suite là, que j'ai participé, j'ai été secrétaire général de l'association de culture berbère dans les années 80. Donc cette cause berbère, elle existe bien. On a le droit de revendiquer un certain nombre de choses, et je l'ai toujours dit concernant l'Algérie, dans une Algérie une et indivisible. Ça, c'est bien évidemment le postulat prioritaire. Et bien évidemment, les causes berbères, qu'elles soient au Maroc, en Libye, en Algérie, etc., elles ont le droit d'exister. Ils ont le droit de manifester et de demander. Mais, bien évidemment, toujours au sein de l'intégrité du pays et le Maroc, et c'est pour ça que je voulais saluer, et merci Christophe de me donner encore cette possibilité de m'exprimer, je veux saluer l'ensemble du peuple du Maroc, et nous autres Algériens, enfants de combattants, sommes aux côtés du peuple marocain. C'est très important de le signifier ici, parce que en France, ce n'est pas une parano, mais il y a une volonté de déstabilisation de cette région, bien évidemment, et on sait pourquoi. Merci Kamel pour ce rappel fort utile, on peut le dire ainsi. Merci beaucoup en tout cas Kamel. Allez, on va passer à autre chose. Bien sûr, vous pouvez continuer à réagir, nous donner votre avis, bien sûr sur le mobile répondeur, 06 18 21 56 41, ou sur à travers du hashtag sur Twitter LGF officiel, voire même aussi par mail lgf@francemaghreb2.fr. Ce n'est vraiment pas les outils qui manquent pour bien entendu vous exprimer et donner votre avis, qui bien entendu nous intéresse à chacun et chacune de pouvoir le donner en toute liberté et tranquillement. N'oubliez pas d'ailleurs, cela dit, un petit passage quand même, de télécharger l'application France Maghreb 2. Je sais que beaucoup vont partir en vacances là, que ce soit au bled ou en France ou ailleurs. Eh bien, vous pourrez rester ainsi connecté à France Maghreb 2 et ainsi participer à l'écoute notamment de l'émission phare du Grand Forum de votre radio France Maghreb 2. Oui, c'est l'émission phare, il faut le dire. Ouais. On s'en cache pas. C'est le Grand Forum, avec toute l'équipe évidemment, qui veille à son succès. Mais c'est l'émission phare de la bande FM. De toute la bande FM. Exactement, c'est vrai. J'ai vu ça dans les journaux ce matin, je sais pas, mais je crois que j'ai vu ça ce matin passer. Ah ouais, Bourdin. Ouais. Très bien. Alors, donc vous téléchargez sur votre smartphone, hein, donc Apple Store, Play Store, etc., Android. France Maghreb 2. Vous l'avez téléchargé, Youssef fait aussi une je l'ai. Bon, très bien. Allez, on passe au j'aime ou j'aime pas. Alors, qu'est-ce que j'ai dans le j'aime ou j'aime pas? Le Parlement européen réclame une enquête approfondie sur le FN et ses alliés. J'aime, j'aime pas ou lol? Faudrait faire cette enquête sur tout le monde. Donc lol. Lol, j'aime bien. Benoît Hamon, qui se moque de Macron, ridicule président jupitérien, a-t-il déclaré. Franchement. Qui a dit ça? Benoît Hamon. Ah ouais, mais il est en hesse là. Vraiment, mais les pourcentages aux élections, aux primaires, tout ça, ça compte quand même si parce que je comprends pas, il y a Hamon, il y a Valls, l'autre qui est ridicule, ils font des scores des ridicules dans le padré, et en plus ils ont encore la parole, ils sont là, on les met en avant, franchement, faut arrêter. Ok, il a raison, mais c'est pas à lui de le dire.
C'est LOL, un gros LOL. LOL, ouais. Youssef, pareil. Loul. Avignon, vous avez peut-être suivi ce qui s'est passé, une fusillade qui a eu lieu dans la nuit de lundi à dimanche devant une mosquée, faisant quand même 8 blessés, dont une fillette. Ouais. Et on parle d'un règlement de compte. Ouais, la police a dit qu'elle écartait tout de suite la piste terroriste. Bon, de toute façon, on n'aime pas. Ouais. Sinon, un jeune homme de 23 ans qui projetait de tuer Emmanuel Macron lors du défilé du 14 juillet. Ouais, bah ça ressemble à l'histoire de Il a été Chirac. arrêté et mis en examen. Chirac avait eu ça aussi, vous vous rappelez? Ouais. Pareil, extrême droite. Je me souviens, il avait reproché à Chirac qu'il y avait trop de drapeaux étrangers, notamment marocains, encore une fois, algériens. Tiens, une info qui va peut-être intéresser les amis du 93, Info Le Parisien, et on parle de football. L'ex-ministre, est-ce que vous vous souvenez de Éric Besson? Éric Besson, bien sûr, le traîtros. Eh bien, vous savez ce qu'il va faire? Il va devenir le président du club de Blanc-Ménil Seine-Saint-Denis. Ah ouais, purée, c'est pas une bonne nouvelle pour Éric Besson, président du club de foot de Blanc-Ménil. Faire attention qu'il aille pas avec l'équipe en face, c'est ça le problème avec lui. Ah oui, bien joué. Il était avec Ségolène, dernière minute, bim. Et puis tiens, pour terminer dans le j'aime ou j'aime pas, l'Iran et Total qui signe un accord gazier pour la modique somme de 4,8 milliards de dollars. Et encore avec un prolongement derrière si ça marche. Hein. Pas mal quand même. Ouais, bah du coup c'est bon la France qui joue son rôle d'essayer de revenir sur le marché iranien qui est un très gros marché. Et on aime ou pas cet accord aussi? Franchement, je sais même pas quoi dire. Est-ce qu'on a après pour les Iraniens on aime parce que eux du coup ils vont pouvoir avoir des infrastructures quoi. Parce que c'est pour du gaz liquéfié. Ouais, exact. Ouais. Du coup, moi je suis pour. En même temps, ça donne une petite protection à l'Iran. Voilà, je suis pas contre. La France allait très bien avec l'Iran. La France avait beaucoup perdu de l'embargo iranien, faut savoir. Ah mais c'était un bon client là, l'Iran pour la France. Par rapport à l'automobile, il y a que des Peugeot en Iran. Exactement. Ouais. C'est très même connu, Total, c'était un grand. En fait, pendant des années, en fait, la France, elle a bien balancé en industrie, etc. Là-bas, ils en avaient besoin. Ils avaient une grosse richesse, beaucoup d'importations. Ils en ont bien profité, la France. Eux-mêmes, ils ont une bonne image des Français là-bas. Bon, c'était le j'aime ou j'aime pas, messieurs dames. Ouais. Et on va passer à un nouvel avis tranché. Et après le Maroc, place et direction l'Algérie. On a tout le monde dans la pour son garde. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Aussi l'RS qui va nous parler de ce fameux hashtag qui a fait beaucoup de bruit en Algérie notamment. Ouais, entre autres en fait. Je vais tourner autour du hashtag, mais c'est plus pour parler de cette réalité, mais aussi de cette contre-réalité sur le racisme autour de la communauté noire en Algérie. Déjà, comme tout le monde le sait, tout le monde est censé le savoir, il y a une grosse communauté déjà algérienne qui est noire. On a de toutes les couleurs comme un arc-en-ciel en Algérie. Donc, si on pouvait considérer les gens à la teinte de la couleur de sa peau, franchement, ce serait vraiment dégueulasse. Mais pourtant, ça existe bel et bien. On l'a déjà vu il y a quelques mois en Algérie, où il y avait vraiment une grosse fronde contre les migrants dans les rues, notamment d'Alger et d'autres villes. Mais bon, la majeure partie de la population, la très majeure partie, n'est pas dans ce genre de jeu. Alors, par rapport au hashtag qui est sorti il y a quelques temps, j'avais mené mon enquête et j'étais pas le seul, puisqu'avec d'autres amis, même qui n'étaient pas algériens forcément, et ils m'ont fait la même remarque. En regardant sur internet, en faisant des recherches, on a remarqué qu'en fait les tweets qu'on retrouvait, c'était bel et bien les mêmes qu'on voyait dans les journaux et qui étaient repris. Et il y en avait pas forcément d'autres. Par contre, où ça s'annonçait dégueulasse et vraiment triste, c'était dans les commentaires de ces tweets et de ces posts Facebook, où là oui, ça déclenchait réellement une parole raciste. Donc on peut pas la contredire, elle existe bel et bien. Pour contrer tout ça, que ce soit la population ou l'État, n'avait pas attendu justement le Premier ministre. Je crois que c'était le ministre Sellal qui était sorti direct quelques jours après, en appelant, en disant que vraiment tous les ressortissants en Algérie, tous les migrants étaient les bienvenus. Et ensuite la population qui avait enchaîné avec plein de tweets pour contrer ce tweet non aux Africains en Algérie. Eux, ils avaient dit des tweets comme bienvenue ou plein d'autres choses comme ça. Alors faut savoir que c'est très honteux, c'est le comble pour un pays qui, d'après le Monde diplomatique en octobre 65, disait que en fait, je voulais vous dire que c'était une terre d'accueil et d'hospitalité au sans visage justement, puisque la communauté algérienne est vraiment représentée par différents types de physionomies, de visages, de teintes de couleurs, etc. Par rapport à tous ces tweets, il y a eu plein de tweets pour les contrer. Nous ne sommes plein de tweets pour les contrer, mais notamment aussi des vidéos faites comme une caméra cachée qui tourne sur une chaîne privée algérienne, où on voit justement un ressortissant noir, un migrant noir de peau noire, qui demandait à des Algériens à Alger de lui lire une lettre de son patron parce que c'est écrit en arabe. Et en fait, c'était une lettre raciste et c'était une caméra cachée. Dans la vidéo, bien forcément, on voit que des personnes qui sont contre et qui sont vraiment avec beaucoup de sympathie envers la personne et qui sont prêts même à le défendre, etc. Ensuite,
ensuite, on voit désormais des personnes qui lancent beaucoup de photos sur Insta, sur Snapchat, sur Snap aussi notamment, sur Twitter et Facebook, où on voit justement ces jeunes des quartiers d'Alger, pour contrer le pas des racistes, justement font des photos avec des migrants, passent des moments avec eux et des films pour vraiment propager justement pour propager l'exemple. Et pour terminer, l'État, justement, ce week-end, pour répondre à une pénurie de travailleurs dans l'agriculture et la construction, et tout en cherchant à lutter contre une poussée du sentiment raciste en Algérie, ils ont décidé justement de faire obtenir à ces personnes-là des documents de résidence qui leur permettraient d'obtenir un emploi. Faut savoir qu'il y a à peu près, ils estiment selon Amnesty Algérie, à peu près 10 000 ressortissants du Sahel en Algérie. Je pense qu'ils sont un peu plus. Ils doivent être entre 15 000, 20 000, voire même presque 30 000 personnes. Il y a pour la majeure partie d'entre eux, pour une grosse partie d'entre eux en tout cas, ils pourront avoir des visas des possibilités de rester en Algérie, de travailler grâce à ça, parce qu'il y avait aussi des gros freins, ce qui pousse justement au racisme, puisqu'ils sont obligés d'être à la rue, de pas pouvoir s'en sortir. Donc là, l'État va freiner ça en les aidant, en leur donnant un coup de pouce. Moi, je trouve que c'est un bon exemple de la part de la population et de l'État, si c'est vraiment prouvé, parce que vraiment on attend de voir. Et vraiment, faut changer. Faut qu'on se rappelle que vraiment l'Algérie a été un pays accueillant envers tous les ressortissants du monde depuis son indépendance, et qu'il faut pas oublier que c'est bien le pays qui a accueilli par exemple Patrice Lumumba ou plein d'autres personnalités comme ça qui ont changé la face du monde. Et voilà, c'était mon petit avis. Merci aussi, une réaction évidemment de nos auditeurs s'ils le souhaitent sur cet avis tranché donc de Hossein Araès en nous appelant 01 40 33 9000, mais aussi sur le mobile répondeur bien sûr 24h/24, vous le savez, 06 18 21 56 41, ou sur Twitter LGF officiel avec le hashtag LGF officiel bien sûr. Vous n'hésitez pas, par mail lgf@francemaghreb2.fr. Autant de possibilités de nous donner votre avis, d'accord ou pas d'accord avec Hossein Araès. Faites-le savoir, n'hésitez pas bien sûr. Dans un instant, place au coup de cœur de ces messieurs. On va parler d'un festival, je crois, et d'un journaliste avec Hossein et Youssef Brakni à suivre tout de suite. Merci de débuter votre soirée tranquillement, en rentrant à la maison, en écoutant, et c'est un bon réflexe d'ailleurs, France Maghreb 2, et en particulier le grand forum LGF. Avec monsieur Youssef Brakni et monsieur Hossein Araès qui sont avec nous aujourd'hui. Et pour, finir cette partie interactive de cette émission, place maintenant au coup de cœur de nos chroniqueurs ici présents aujourd'hui. France Maghreb 2, le coup de cœur. Alors le coup de cœur de Youssef Brakni, il est avec nous aujourd'hui au téléphone. Youssef, je te laisse la présenter. Alors mon coup de cœur, c'est du coup un événement qui aura lieu à Potocombo le 9 juillet. Ça sera toute la journée et qui se nomme en fait de l'Afrique à l'Orient. Alors moi j'ai beaucoup aimé cette volonté d'associer ces deux cultures. Qui du coup, comme je le disais, ça fait écho en plus à ce que disait Hossein juste avant sur ce problème de division, de racisme envers les migrants subsahariens. En Algérie, et du coup même en France aussi il y a des tensions aussi, il faut pas se mentir, il y a parfois des quartiers où les Arabes et les Noirs du coup ne sont pas ensemble, etc. Alors qu'en fait en réalité ce sont deux cultures très proches, surtout avec nos frères et sœurs d'Afrique de l'Ouest, avec qui on partage déjà la religion musulmane en commun, et puis avec qui on a grandi, on a créé une autre culture en fait ici en France tous ensemble, une culture plutôt de quartier, et en prenant chacun dans nos cultures d'origine, on le voit dans la langue, on le voit dans la nourriture, on le voit dans tout quoi. Et donc voilà, moi j'ai vraiment voulu mettre ça en avant, et du coup je vais laisser Djeneba donner les détails de cette journée où sera présente Assa Traoré notamment. Donc pour vous dire qu'il y a aussi un lien qui est fait aussi avec la lutte dans les quartiers populaires et la culture de ce pays. Djeneba qui est avec nous en ligne. Bonsoir Djeneba. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comme l'a si bien dit Youssef, est-ce que vous pouvez nous présenter cet événement, cette journée particulière du 9 juillet? Oui, bien sûr. Je vais essayer d'être bref parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais essayer de dire les plus gros points du salon. Donc le salon il se trouvera à Potocombo et il s'appelle de l'Afrique à l'Orient. Potocombo qui se trouve bien en France, hein. Non, pour la petite histoire. Oui, c'est vrai que. Une fois, j'ai emmené ma belle-mère à Potocombo, elle m'a dit c'est où, c'est en France? Mais... c'est le 77. C'est bien en France. C'est ça. Allez-y. Donc voilà, donc le salon il va reposer sur tout d'abord deux défilés. Un défilé qui va représenter l'Afrique. Et un autre qui va représenter tout ce qui est côté oriental. On aura deux grandes stylistes qui viendront avec leur Inch'Allah avec leur création. Et pour animer les deux pour animer les deux défilés, on aura un côté anachide
et un côté anachide africain avec des tam-tams, tout ça et tout pour animer justement. Ensuite, il y aura des battles de danse, des danses africaines, des danses orientaux, pardon. Et donc voilà, c'est vraiment, on a fait ce salon-là vraiment pour faire un choc de culture et que tout le monde, que tout le monde soit au même niveau, que tout le monde soit présent et que voilà, c'est vraiment très un jour, bonne idée. on s'amuse tous ensemble, on est tous ensemble quoi. C'est quand, quel endroit, dites-nous tout pour ce qui est des infos pratiques. Est-ce qu'il y a un Facebook, un site pour l'événement? Il y a la page de l'Afrique à l'Orient, la page directe. On n'a pas de site spécifique, c'est juste c'est la première édition, donc c'est vraiment la première fois qu'on le fait et on verra bien ce que ça va donner. La page, c'est comment ça s'appelle? De l'Afrique à l'Orient. De l'Afrique à l'Orient, c'est ce qu'on tape sur Facebook, hein. Alors en fait, c'est la salle à Alhambra et c'est de 10h à 23h. De 10h à 23h, le 9 juillet prochain. Et c'est 2 € l'entrée. 2 €, c'est rien. Franchement, passer un petit moment sympathique. Et petit détail qu'il faut bien noter, c'est entre femmes. Ah, c'est entre. Ah, d'accord. Ok, donc nous on n'est pas invités. Non. D'accord. Non, peut-être au prochain, mais là, c'est vraiment que entre nous, quoi. Bon, bah très bien, ça nous fera l'occasion d'aller voir un bon match de foot. Donc à toutes les femmes qui écoutent Radio France Maghreb, un événement que pour vous. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Je viens de voir un truc sur l'affiche où vraiment je suis dégoûté de pas pouvoir y participer. Je vois qu'il y aura un battle entre femmes de danse de chacun de ces pays en fait. Oh, ça va être bien ça. Ça va être lourd. C'est une très bonne idée. Mais et pourquoi vous nous privez de ça, Geneva? C'est pas gentil ça. Faut le refaire en mix. Peut-être une prochaine fois on verra, mais là c'est vraiment que pour nous les femmes. Je vous promets, on est sages, hein. Avec toute la pression qu'on a toute la semaine, donc voilà, on va vraiment se défouler. C'est vraiment que pour nous, Non, mais vous avez raison, vous allez pouvoir vous lâcher tranquillement, bien sûr. Et ben bravo en tout cas, et puis merci de nous avoir présenté cet événement. Donc de l'Afrique à l'Orient, c'est ce qu'il vous faut taper sur Facebook. C'est le 9 juillet prochain et c'est à Ponton-Combo dans le 77 en Seine-et-Marne. Bravo et encouragement pour la suite, Genaba. D'accord, ok, je vous remercie. À très vite, merci beaucoup. Hossein Arras va nous parler lui d'un journaliste qui souhaite. Non, pas un journaliste, non, un écrivain. Un écrivain, pardon. Voilà. Okay. Alors, je vais être très rapide. C'est un petit. Ils sont liés des fois. Hein. Ouais, exactement. Souvent, qui écrivent. C'est ça. Ils ont tellement à dire, c'est vrai, c'est bien. Bon. Alors, je pense qu'ils profitent vraiment de sortir de leur travail, vraiment pour se lâcher un petit peu dans leurs livres. Ils sont souvent intéressants, les journalistes derrière dans le bouquin. Alors, c'est. Alors, Brahim Karmaoui. Brahim Karmaoui, il a écrit un livre sur son histoire qui s'appelle L'enfant égaré. Ouais. D'accord. Alors en fait, il est né dans les fins 70 au Maroc. Jusqu'à présent, jusque tard dans sa vie, il ne savait pas vraiment son histoire. Et en fait, plus tard, quand c'est un enfant de la DAS, puisque ses parents adoptifs, puisqu'il a appris par la suite qu'il a été adopté, n'ont pas pu le garder avec lui, etc. Donc il a grandi dans des familles d'accueil et dans des DAS, et il a eu un parcours pas pour dire assez difficile, mais moi je trouve très difficile. Donc vraiment, ce samedi, c'était fort en émotion, puisqu'on l'a invité en première partie, il a raconté son histoire avant la Sana Batili, et toute la salle a été émue et touchée vraiment parce que c'est quelqu'un de très touchant, tout comme son histoire. Son livre L'enfant égaré, il est trouvable que dans les petits réseaux, puisqu'il faut vraiment passer par sa page ou par des petits réseaux indépendants pour le trouver. Il est au prix de 13 € et 2 € sont reversés à une association je peux pas vous en dire plus tout de suite, j'ai oublié c'était quelle association, mais une très belle assoce. Et donc alors Brahim Karmaoui, plus tard il a appris en faisant une recherche sur son histoire que en fait c'était un des bébés volés du Maroc. Alors je vous explique plus, c'est que dans sa jeunesse, fin 70 à l'hôpital de Berkane, il y a eu souvent des rumeurs d'histoire comme quoi il y avait des bébés qui étaient volés à la pouponnière, à la maternité, et puis qui étaient déclarés comme morts à leurs parents, qui n'avaient pas survécu et leur faisaient croire qu'ils n'avaient pas survécu à l'accouchement, et donc par la suite ils étaient revendus à d'autres parents qui avaient des difficultés pour en avoir. C'est le cas de Brahim Karmaoui d'après ses recherches, et il n'a pas fini encore de rechercher, donc son livre c'est qu'une première partie de sa longue recherche encore une fois, et c'est un livre magnifique à découvrir, c'est un bon gars, et dans le livre vous allez découvrir encore plein de choses que je vous ai raconté, que la partie immergée de l'iceberg. Le livre s'appelle, rappelle-nous, L'enfant égaré, et c'est Brahim Karmaoui. Vous pouvez le trouver sur les réseaux sociaux. C'est quoi l'édition, tu sais? L'édition, c'est une auto-édition. Il a édité lui-même. Il a eu beaucoup de galères d'ailleurs parce qu'il s'est fait escroquer dans la poursuite de son développement, quand il a voulu écrire son livre, soutenu par sa femme. Et là, il s'est fait escroquer 3500 € par une maison d'édition. Ah ouais. Par la suite, il a trouvé un emploi chez Uber. Il faut leur faire de la pub parce que lui, il tient à le faire, parce que c'est eux qui, d'après lui, c'est cette prise en main qui lui a donné un coup de boost pour pouvoir rééditer son livre de manière indépendante, se relancer et croire. Et en fait, je tiens aussi à dire que Brahim Karmaoui, il a écrit son bouquin et il participe
participent à plein d'événements uniquement pour donner du boost aux jeunes et aux personnes qui ont eu des difficultés comme lui dans la vie, et il veut leur donner la force pour leur dire que rien n'est difficile. Il faut vraiment lire son bouquin pour comprendre ce que je viens de dire et vous serez pas déçus, vraiment. Merci beaucoup, messieurs, Ossine Arès, monsieur Youssef Brakni, pour votre participation à cette émission. On rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent bien sûr continuer à réagir à l'émission, nous apporter leurs avis tranchés aussi, faut pas que ça dure des plombes non plus, sur le 06 18 21 56 41 24 heures sur 24. Merci messieurs, à bientôt. Merci. À bientôt. Il est 18h et vous êtes bien sur France Maghreb 2. Bon début de soirée, merci d'avoir fait le bon choix d'écouter et sans reproche France Maghreb 2. Tout de suite le rappel de l'actualité de ce mardi soir avant la suite du Grand Forum dans un instant. Bonjour à tous. Édouard Philippe annonce une baisse d'impôts de 20 milliards d'euros d'ici la fin du quinquennat, la suppression des cotisations salariales maladie et chômage pour 2018. En parallèle, la CSG sera augmentée. Le Premier ministre prononçait son discours de politique générale cet après-midi devant l'Assemblée nationale. Autre mesure phare du nouveau gouvernement, l'étendue de la vaccination obligatoire pour les enfants, la hausse du prix du tabac, la création de 15 000 places de prison supplémentaires et l'arrivée du très haut débit partout en France d'ici 2022. Le Premier ministre a aussi abordé la crise migratoire. Le gouvernement présentera la semaine prochaine des mesures pour réformer le système de l'asile et lutter contre l'immigration irrégulière. Ce plan visera notamment à réduire les délais moyens d'instruction des demandes de 14 à 16 mois et à obtenir l'éloignement effectif des déboutés du droit d'asile. Plus de 100 000 migrants ont traversé la Méditerranée depuis janvier, c'est ce qu'affirme l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. Le ministère italien des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur d'Autriche après les annonces du ministre autrichien de la Défense hier soir. Vienne, qui craint un afflux de migrants, a annoncé renforcer ses contrôles aux frontières, notamment au col du Brenner, important point de passage routier avec l'Italie. Emmanuel Macron a pris la mer ce matin à Brest. Le chef de l'État a effectué une plongée de 4 heures à bord du sous-marin Le Terrible. Il devait visiter en particulier la soute des missiles, le poste de commandement missiles et déjeuner avec l'équipage. Le corps de l'auteur de l'attentat de Nice le 14 juillet dernier sera rapatrié en Tunisie après être resté 1 an en France pour des raisons liées à l'enquête. Un couple d'infirmiers comparaissait devant le tribunal correctionnel de Bordeaux hier. Ils sont accusés d'avoir détourné près d'1 million d'euros à la sécurité sociale entre 2012 et 2016. 1 an de prison avec sursis et 20 000 euros d'amende ont été requis à l'encontre de l'infirmier. 6 mois de sursis et 5 000 euros d'amende pour son épouse, avec une interdiction d'exercer pendant 5 ans pour les deux. L'affaire a été mise en délibéré au 18 septembre. La 4e étape du Tour de France, elle relie Montfort-les-Bains au Luxembourg et Vittel dans les Vosges. Une étape idéale pour les sprinteurs. Le maillot jaune est sur les épaules du Britannique Geraint Thomas. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.